On va faire un petit test très rapide. Mettez votre main devant vous et baissez un doigt. Si vous détestez sortir de la douche en hiver quand il fait 15 degrés dans votre salle de bain, il vous arrive d'être irritable quand vous êtes fatigué, vous avez pleuré quand vous avez regardé Bambi pour la première fois, vous êtes stressé avant un examen ou un entretien important, il vous arrive de couper la parole. Si vous avez tous les doigts baissés, il est fort probable que vous soyez un autiste bipolaire et dépressif souffrant d'un trouble anxieux généralisé et de TDAH. Mais pas de panique. Voilà, on commence par un bon En vrai, mépris. En vrai, j'ai pas compris le propos. Elle se moque des autodiagnostics en prenant Ouais. des critères qui sont complètement absurdes et en faisant un diagnostic qui n'existe même pas. Pour moi, c'est juste ça. Faut pas chercher plus loin. Ouais, d'accord. C'est pour faire un espèce de test à la va-vite, quoi. C'est pour se moquer des tests rapidos. Ouais, d'accord. Si vous partagez vos symptômes sur les réseaux sociaux, vous aurez de grandes chances de devenir un riche influenceur. Ces dernières années, les réseaux sociaux ont permis de libérer la parole sur certains sujets tabous dans notre société, notamment sur certaines maladies dont on ne parlait presque pas, si bien qu'on ne savait même pas qu'elles existaient. Les réseaux sociaux dit génération Z, je parle de la génération des gens nés après 1995, pas de la génération Zemmour. Qui dit génération Z dit jeunes gens influençables. D'où Évidemment. Pour moi, c'est ça là, mais bon, il est parti. Ok, Voilà, attends, un je la petit peu remets. d'agisme au passage, ça fait toujours plaisir. Truc de réac. Attends, mais c'est vraiment... En vrai, elle dit ça alors qu'elle... Elle j'imagine doit qu'elle- pas être très loin. J'imagine Hein. qu'elle est concernée. Je serais surpris qu'elle Non, je pense qu'elle soit est née un peu- avant 95. Bah, je pense qu'elle doit avoir 20 et quelques. 1995, pas de la génération Zemmour. Qui dit génération Z dit jeunes gens influençables. C'est vraiment parce que je pense que le public de valeur actuelle, ça doit être plein de personnes assez âgées, des gros boomers qui écoutent des trucs complètement pétés avec zéro esprit critique, dont valeur actuelle. Ok. Bon, en vrai, je pense qu'il y aura des trucs où je sais même pas si ça vous faire. On devrait même pas forcément trop à débunker, ça serait juste drôle. Je trouve que des fois il y a un côté un peu détente, quoi. C'est juste absurde, mais c'est un côté un peu marrant. D'où ma précision juste avant. Qui dit jeunes gens influençables dit militants déchaînés et victimaires, et qui dit militants déchaînés et Évidemment, lien logique, hein. victimaires dit nouvelle tendance TikTok. Here are 5 signs that you might actually just have both autism and ADHD. Aujourd'hui, si tu n'as pas de particularité physique, mentale ou sexuelle, Mais c'est dur de suivre. En vrai, je pense que c'est peut-être un peu la force de leur truc, c'est que là, niveau montage et tout, pour un truc de boomer, ils ont des codes de. Ouais, ils ont des Ah codes oui, bah, du mais média même la récent, quoi. présentatrice, elle est relativement jeune, Ouais. genre c'est... Ils ont un c'est montage une dynamique, technique de plein com, de. quoi. Et aussi, mais je pense un truc qu'on peut critiquer quasi systématiquement sur ce genre de médias ou ce genre de contenu, c'est que elle rassemble plein de trucs. Enfin, je dis elle parce que c'est la présentatrice, mais je sais pas si elle est seule à faire ça, mais bon. Il y a un rassemblement de plein de trucs qui ont pas forcément de lien très évident les uns avec les autres, mais comme bah là le thème c'est la santé mentale ou les troubles mentaux, il y a un peu un fourre-tout, et du coup ils critiquent plein de trucs un peu en millefeuille, et ça donne l'illusion qu'il y a une critique construite sur un sujet de A à Z, alors qu'en vrai, il y a plein de parties qui sont rassemblées et chacune d'elles est critiquable avec des arguments différents qui s'appliquent pas forcément aux autres. Et je trouve que c'est un peu malhonnête comme façon de faire, mais ouais, il y a vraiment ce truc-là un peu de millefeuille d'arguments. Valeur actuelle, c'est un média hyper malhonnête. Ouais. Mais dans ce que tu dis, effectivement, il y a ce côté un peu flou, c'est que souvent il y a plein de propos et en fait c'est difficile de saisir le fond du truc, c'est juste, ça donne une idée négative, des fois on sait pas trop quel est le fond du propos, juste ça donne, ok, tu sais que t'as une idée négative du sujet, mais c'est quoi l'argument de fond ou quoi, je sais pas. C'est un peu, je trouve que c'est un peu la même logique avec le wokisme, tu prends un truc très vague, t'en fais des critiques sur certains points spécifiques, et ça te donne l'illusion d'avoir critiqué un truc construit alors que t'as même pas défini le truc, et en plus ça part dans tous les sens. aujourd'hui, si tu n'as pas de particularité physique, mentale ou sexuelle qui peuvent te placer dans la case victime d'une oppression systémique, tu es forcément l'oppresseur. Tu es exclu et ton opinion. Alors là aussi, enfin... Elle est marrante cette phrase. Oui, ça fait un peu ouin déjà. Mais c'est surtout que les discours très binaires comme ça, de dire si t'as pas une particularité, alors c'est que t'es oppresseur, c'est vraiment une vision qui est hyper binaire du monde, et je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que même dans les milieux militants, avec la perspective intersectionnelle, il y a une conscience que tu peux être à la fois victime d'une oppression et dans la catégorie des oppresseurs. Ouais. Et c'est un discours qui est plus nuancé que ce qu'elle dit. Enfin, Et bref. surtout, là je pense que ce que je vais dire, ça sera peut-être pas consensuel à gauche, mais pour moi le fait d'avoir même certains privilèges ou le fait de ne pas être discriminé, ça veut pas dire que qu'une personne est un oppresseur. J'imagine qu'il y a plein de discriminations, oui, juste les gens ils ont peut-être certains avantages, dire qu'ils sont oppresseurs, surtout que pour remettre en contexte, souvent à gauche on va avoir tendance à critiquer les groupes sociaux, quoi, quand on va dire, je sais pas si on dit Ouais, tel alors une groupe. analyse systémique. Ouais, quoi. mais on dit pas les individus, on dit pas tous les individus de ce groupe sont problématiques, c'est plus en tant que. Je pense que ça dépend de la groupe, quoi. définition que tu donnes d'oppresseur Ouais. aussi, parce que je pense que tous les gens qui appartiennent à un groupe d'oppresseurs bénéficient d'une manière plus ou moins directe de l'oppression. Genre typiquement, si je profite pas directement du racisme par exemple, je sais pas, pour prendre un exemple très extrême, en ayant un esclave noir,
noirs, ce qui me serait directement profitable. Quand même, il y a tout un modèle qui s'est construit sur le colonialisme, et le fait est que je profite de cette croissance historique. Ouais, après- Donc, quelque part, tu peux dire que t'as un profit qui est lié à ton appartenance à telle ou telle catégorie, mais si tu prends oppresseur dans le sens de profit direct personnel par rapport à une oppression, effectivement, je suis assez d'accord. Ouais. Pour moi, le terme oppresseur, que souvent, c'est là qu'à droite, ils ont du mal qui ont souvent déformé le truc, c'est parce qu'ils ramènent tout à l'individu, parce qu'ils ont du mal à... Ça, c'est le truc sur le live sur le wokisme, c'est ça, c'est qu'en fait, ils sont incapables de penser en termes de Les groupe. rapports sociaux, quoi. Ouais, du coup, forcément, ils ramènent tout à l'individu, ils se disent, du coup, si tu critiques la domination masculine, au final, t'en viens à critiquer les hommes, et c'est On les hommes dirait en le tant truc qu'individus de qui posent souci. j'ai pas à avoir honte d'avoir des ancêtres racistes parce que c'est pas ma faute. Genre, Aujourd'hui, si tu n'as pas de particularités physiques, mentales ou sexuelles qui peuvent te placer dans la case victime d'une oppression systémique, tu es forcément l'oppresseur. Tu es. Je pense que ce qu'elle veut dire, vu que là on est toujours on parle des réseaux sociaux, c'est que tout le système des réseaux sociaux encourage à mettre en avant ces différences-là. Exclu et ton opinion n'a aucune valeur. Tout cela amène des ados en quête de Ton reconnaissance opinion à n'a modifier aucune leur valeur. personnalité, leur... Ouais, j'aurais dû laisser jusqu'au bout. Et après, c'est un peu ironique quand même de parler de victimisation des gens pour après dire des trucs comme Ouais. ça. Hein. Un peu Elle culotté dit, quand même. oh là là, à cause du wokisme ou de la... Je sais Je pas, ne suis plus je sais pas quel écoutée. milieu elle critique, mais elle dit, les gens qui sont du coup... qui ont pas telle ou telle particularité sexuelle ou mentale ne sont pas écoutés. Ça, c'est objectivement faux. Et si jamais elle dit ça dans certains milieux, les milieux des réseaux sociaux, des jeunes ou des woke, je sais pas, même dans ces milieux, est-ce que c'est le cas? Je suis pas sûr. Hein. Je pense que quand t'es un mec blanc, tu seras toujours quand même un peu plus écouté, quoi. Et si on s'éloigne des milieux de gauche, dans les médias tradis ou quoi, et chez eux notamment, oui, je pense que quand t'es un vieux mec blanc, t'es quand même... on veut pas dire que t'es censuré, quoi. Tu es exclu et ton opinion n'a aucune valeur. Tout cela amène des ados en quête de reconnaissance à modifier leur personnalité, leurs idées et leurs valeurs afin de faire partie d'un groupe, d'une communauté. Dans cette vidéo, on va aborder la communauté des neuroatypiques ou neurodivergents, en d'autres termes, les personnes souffrant d'une maladie mentale. Il y a quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. Les maladies mentales, aussi appelées les troubles psychiatriques, se caractérisent, selon la définition de l'OMS, par une altération majeure sur le plan clinique de l'état cognitif, de la régulation des émotions ou du comportement d'un individu. Le diagnostic d'un trouble mental ne peut être posé que par un médecin, donc les psychologues, les psychothérapeutes et autres professionnels de la santé mentale n'ont aucun droit légal à poser un diagnostic médical. Les influenceurs TikTok non plus, mais on en reparlera plus tard. Sur le côté légal, elle a raison. Après, en pratique, les psychologues peuvent poser des diagnostics et quand tu es un psychologue en thérapie, souvent tu vas bien poser tu vas avoir peut-être besoin d'un diagnostic pour faire ta thérapie. Mais effectivement, légalement, pour un dossier MDPH ou quoi, effectivement, le psychologue ne peut pas poser de diagnostic. Après, ce qu'elle veut dire par rapport au... Je sais plus ce qu'elle a dit pour les influenceurs ou quoi. Bon, bref, c'est pour dire, je pense peux qu'elle pas critique diagnostiquer l'autodiagnostic. sur TikTok, C'est ouais. pour ça qu'elle veut dire... Mais oui. ça, les questions d'autodiagnostic, c'est souvent très critiqué, mais c'est une question qui est un peu compliquée et je trouve qu'avoir une critique trop tranchée quoi, sur le sujet, ça omet totalement. Déjà, le fait que pour faire la démarche d'avoir un diagnostic officiel, en fait, souvent ça passe d'abord par l'autodiagnostic. C'est très rare les gens qui vont se dire je vais aller faire une petite visite chez un psychiatre juste pour voir comme ça si j'ai un trouble mental. Non, en fait, la plupart des gens ont déjà des symptômes, ils se disent qu'il y a quelque chose et c'est ce truc de quelque chose qui va les amener à consulter et à dire au médecin, psychiatre, psychologue, enfin, peu importe, à la personne qui consulte quoi, voilà, j'ai tel symptôme, j'ai peut-être quelque chose et c'est là où on rentre dans le diagnostic officiel. Mais du coup, avoir une analyse très tranchée entre l'autodiagnostic et le diagnostic officiel, c'est un peu... je trouve une vision assez réductrice de la réalité, parce qu'en général, c'est plutôt juste l'un est dans la continuité de l'autre, quoi. De manière générale, moi je pense que je fais partie des gens qui sont assez frileux de l'autodiagnostic. De manière générale, je pense qu'on est rarement en capacité de faire des diagnostics soi-même. Mais il faut remettre en contexte aussi pourquoi les gens font des autodiag. Il y a peut-être, comme tu dis, c'est un bon exemple que tu donnes là. Après, il y a des contextes aussi, si les gens, je sais pas, des fois avoir accès par exemple à des professionnels de soins, surtout suivant où t'habites, ça peut être difficile. Donc en fait, c'est pas complètement. C'est pas déconnant de faire. On peut faire un espèce de pré-diagnostic qui est peut-être un peu prudent. Se dit. Bon ben oui, j'ai vu la liste des symptômes et tout, ça me paraît pas déconnant que j'ai ça, et on le pose peut-être pas comme une certitude non plus. Seul professionnel de santé mentale habilité à poser un diagnostic médical, c'est le psychiatre. On n'a plus trop le droit de le dire aujourd'hui parce que c'est stigmatisant, mais dans le temps, les troubles mentaux étaient appelés folie. Et cette notion de folie a beaucoup évolué à travers les époques. J'ai l'impression qu'on me l'a dit comme un truc négatif. Oh là là, on peut plus dire Ouais, folie parce que c'est stigmatisant. Peut-être oui, si on change les mots, c'est peut-être pas pour Ouais, il y a eu c'est tout quand un- c'est connoté, quand de ça ce que renvoie à j'en quelque sais. chose, oui. De ce que j'en sais, il y a eu tout un processus de réappropriation dans les milieux anti-psy, anti-validistes et tout, du terme justement fou ou On peut plus folle. rien dire. Ouais. Au cours des années 60 et 70, beaucoup de critiques vont être émises concernant la psychiatrie et le traitement réservé aux malades mentaux. C'est ce qu'on appelle le courant anti-psychiatrie. La grande idée, c'est que la folie n'est pas un dysfonctionnement pathologique, mais social. Selon certains psychiatres anglais comme David Cooper ou Ronald Ling, la folie est un phénomène social dont la définition est imposée par une société aliénante qui défend une normalité exorbitante. Le but de l'antipsychiatrie, c'est de normaliser la folie. Et on voit le même phénomène aujourd'hui. Ouais, non,
là c'est, j'avais du mal à cerner où elle voulait revenir. Ok, normaliser la folie, ouais. C'est difficile parce qu'il y a pas que... Enfin, dans le propos de base, je sais pas si c'est vraiment ça qu'ont voulu dire les gens. Pour moi, il y a un peu de vrai cas du social. Effectivement, des fois, il y a un trouble est un trouble aussi, peut-être parce qu'il y a un certain contexte, et surtout suivant, tout dépend ce qu'on considère un trouble maintenant. Par exemple, si on revient un peu en arrière, quand on considérait l'homosexualité comme un trouble, ben... Ouais, c'est ça, non, c'est lié à des normes sociales. C'est pas un trouble dans le sens où intrinsèquement ça pose pas de souci à la personne, mais dans un contexte social, c'est parce qu'on a certaines valeurs et tout qu'on va considérer comme un trouble. Donc c'est parce qu'il y a un écartement de la norme, tout ça. Après, je dirais pas ça. Je pense pas que je dirais ça sur tous les troubles, parce que je pense qu'il y a des troubles qui sont vraiment intrinsèquement préférables de ne pas avoir, quoi. Donc tous les troubles mentaux relèvent de la folie. Ben, de ce qu'elle dit, je sais pas si c'est fondé ou pas, mais qu'au début, en tout cas, qu'il y a un certain temps, les troubles en général, on appelait ça folie. Bon, peut-être, j'en sais rien, je connais pas tout le côté historique. Si jamais c'était vrai, bon, peut-être, oui, peut-être qu'on appelait ça. Sûrement qu'il y a longtemps, on avait peut-être pas autant de mots ou quoi. On disait, bon, il y a un truc qui nous paraît bizarre, il est fou. Peut-être qu'on faisait ça, mais. Et ce qu'elle c'est dit plus le cas maintenant, en tout cas. Ce qu'elle dit sur l'idée de normaliser la folie, j'ai l'impression que c'est pas vraiment Enfin, que c'est une critique qui est un peu fallacieuse vis-à-vis du mouvement anti-psy, Oui, dans le sens ça, où j'ai l'impression anti-psy. qu'il y a plutôt une réflexion, une critique sur ce que c'est la norme, sur le concept de normalité en fait, genre une réflexion là-dessus, plutôt que de dire être fou c'est normal. J'ai l'impression que c'est pas ça et que c'est à faire un homme de paille que de résumer ou de caricaturer le discours anti-psy en disant être fou c'est normal quoi. Oui. Et que ça va plus loin que... Enfin c'est surtout pour moi en fait de ce que j'en sais, de ce que j'ai pu lire ou voir sur le mouvement anti-psy, c'est surtout toute une réflexion sur c'est quoi la norme et c'est quoi la normalité. Il y a aussi une réflexion, enfin je suis loin de... Prenez des pincettes, je suis pas expert du mouvement anti-psy, tout ça. Il y a aussi une réflexion sur la psychiatrie telle qu'elle est maintenant, quel travail est fait. Par exemple, il y a aussi le fait que la psychiatrie actuelle ne peut pas faire son travail, dans le sens en termes de moyens, tout ça. Des fois, on passe du temps en soins, mais finalement, on n'arrive pas à faire... Par exemple, quand on voyait des psys dans un CMP avec des longs délais, le travail il ne permet pas de vous faire aller de faire une thérapie comme idéalement il faudrait avoir. Et souvent aussi on manque de prévention. Et il y a plein de trucs où finalement les problèmes sont déjà là et du coup on essaie de faire de la thérapie mais en plus on n'a pas forcément les moyens de traiter ça. Du coup on brode un peu sur des problèmes qui peut-être qu'on aurait pu les régler en amont. Et le courant petit psychiatrie, une partie c'est quand même assez pluriel mais il y a une critique un peu à ce niveau de faudrait améliorer la psychiatrie mais il faut pas jouer que par ça. C'est aussi une réflexion sur la maltraitance institutionnelle dans la psychiatrie. Oui, effectivement. Ce que j'allais dire, il y a aussi la question du rapport de force qui est inscrit dans le système psychiatrique, du rapport de force entre les médecins et les patients, et le fait qu'en fait les médecins ont un droit quasi absolu sur certains patients, notamment par rapport à l'internement de force, la sédation, ce genre de choses. Enfin, qu'il y a vraiment, en fait, il y a un contexte qui est ultra propice aux abus, et c'est aussi ça qui est une partie des critiques du mouvement antipsychiatrique quoi. Pour les psychologues, alors je crois que c'est remboursé en partie, tu peux te faire rembourser, je crois que c'est 8 ou 10 séances par année, ce qui est genre... Non, là tu parles du dispositif spécifique, qui il n'y a pas tous les psys qui y sont, parce qu'il y a la plupart des psys ont râlé sur ce dispositif parce qu'il ne correspond pas à ce qu'ils voulaient, donc la plupart des psys n'y sont pas, et quand ils sont dedans, du coup, c'est un truc où tu as des... Je crois que le tarif, il n'est pas très élevé, donc ça correspond souvent à 30 minutes, quoi. Soit si tu fais des séances très courtes, soit tu fais des séances pas très bien payées, et c'est sur peu de séances, et en plus, souvent, si je dis pas de bêtises, il faut passer par le médecin, du coup, c'est oui, le c'est médecin. dans le parcours de soins. Non, ce dispositif, je ne sais pas si on peut le voir comme une avancée dans un premier pas, ou si ça va vraiment pas dans la bonne direction, mais généralement, moi je suis pas du tout psychologue en libéral ou quoi, mais les psys en libéral, généralement, ils sont pas hyper chauds pour ce truc-là. Donc je sais pas si c'est une première étape qui va dans le bon sens, mais pour l'instant, on peut dire, comme dit Cat que non, les psys sont pas remboursés. Ceci étant dit, je pense que ça dépend aussi de ta mutuelle, parce que moi, je suis remboursée en grande partie sur les consultations psy, même quand elles sont pas faites à partir du médecin. Donc peut-être en fonction des mutuelles, ça doit varier un peu, mais effectivement, je suis assez d'accord sur... Si c'est en fonction des mutuelles... Ouais, voilà, c'est des cas particuliers, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est pas un truc général comme pour la médecine classique. On met quand même la santé mentale. La santé mentale est quand même on est en retard. très déconsidérée par rapport au reste de la ouais. médecine, quoi. Il y a vraiment pas, il y a un statut qui a rien à voir. Là, en plus, c'est un sujet complexe. On peut pas s'attendre à ce que déjà la valeur actuelle traite n'importe comment des sujets simples. Bon, quand on arrive à des sujets compliqués, bon... Aujourd'hui avec la lutte contre le validisme. Sauf qu'au lieu de se concentrer sur la maladie mentale, ce mouvement vise à normaliser tous les handicaps. Voilà comment le collectif lutte. Encore une fois, cette notion de normalisation, je la trouve assez
étrange. C'est pas le mot que j'aurais employé, mais bon. Sauf qu'au lieu de se concentrer sur la maladie mentale, ce mouvement vise à normaliser tous les handicaps. Tout dépend dans quel sens on dit ça. Ouais, On voilà, va c'est ça. voir. C'est Voilà que le terme comment- normalisé, il est un peu chelou dans ce contexte. Je pense que non. Enfin, il y a quand même l'idée de lutter contre soit contre la maladie. Enfin, tout dépend. Ouais. C'est que ça dépend des troubles. Il y a des troubles qui sont, comme je disais tout à l'heure, on va dire intrinsèquement problématiques. Je sais pas si tu as un trauma, je pense que c'est objectivement mieux de ne pas l'avoir. Après, il y a des troubles où on pourrait dire c'est pas un problème en soi, c'est un problème parce que le contexte social fait que il y a des handicaps. Forcément, si t'as rien du tout qui fait, je sais pas si t'es en fauteuil ou quoi, c'est sûr que dans une société où il y a aucun Aucun où tu peux- aménagement. ouais, aucun aménagement, c'est sûr que c'est archi galère. Mais la lutte anti-validisme, c'est effectivement, mais elle ne fait pas que ça, mais il y a aussi effectivement l'idée de, on peut pas entre guillemets régler tous les troubles, mais on peut faire en sorte que les gens, en ayant ça, ils peuvent vivre Il y a correctement. un commentaire qui dit normaliser, ça veut dire déstigmatiser, pas normaliser dans le sens dont elle parle. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Mais effectivement. Mais c'est pour ça que l'emploi Bonne du mot remarque, ouais. normaliser ici, je le trouve assez étrange. Et C'est un peu flou, quoi. il y a Ça la sert à un revendication, en fait, tout simplement d'avoir des droits de base, quoi. Le collectif Lutte et Handicap pour D'être l'égalité pris en compte. et l'émancipation définit le terme. Le validisme se caractérise par la conviction de la part des personnes valides que leur absence de handicap et ou leur bonne santé leur confère une position plus enviable et même supérieure à celle des personnes handicapées. Je sais pas si cette définition est consensuelle. Voyons. Je voudrais pas dire bêtises. Vous êtes ok avec ça? Je vois que Elie, tu Ouais, as ouais. l'air chaud sur cette question. Ouais. Ah oui, non, t'as pas l'air Moi ok aussi, avec c'est cette pas la déf, alors du définition coup. que j'aurais Je t'ai prise. Ouais. Bah, si jamais t'as des remarques sur cette définition, n'hésite pas. Tu vois, j'ai l'impression que en fait là il y a un peu une absence de rapport matériel au monde. Je sais pas comment dire ça, mais il y a pas dans ce que je comprends ici, il y a aucune revendication de Ouais. ben, en fait avoir des aménagements qui conviennent à certains types de Ouais. handicap, avoir genre je sais pas que ce soit des aménagements scolaires, que ce soit je sais pas quand t'es en fauteuil roulant et que t'as besoin d'un appart tout simplement. Enfin il y a plein de en fait il y a plein de contraintes matérielles qui pèsent sur les personnes. Alors là j'ai pris des exemples Ouais. qui étaient plutôt au niveau du validisme enfin des handicaps physiques, mais c'est valide aussi pour valable pour les handicaps psy, mais Je me dis, le souci que je crois que j'ai avec cette définition, c'est qu'elle est très individuel. individuelle et elle est très philo-morale, quoi, on va dire. Elle est très axée sur le fait que si t'es validiste, c'est que tu crois que voilà, les personnes sans handicap seraient supérieures, par exemple. Alors on pourrait avoir une définition comme ça, et vous, d'ailleurs, si vous voulez voir ma prochaine vidéo Ah, qui tu devrait voulais sortir dire. d'ici d'ici 2 semaines à peu près, je sais, et qui est sur le spécisme, en fait, je donne les différentes définitions du spécisme, et je distingue bien, en fait, je voulais bien distinguer une définition de l'ordre de l'éthique, de la psychologie, de la sociologie, et souvent, on donne des définitions qui sont assez en éthique ou qui ont souvent une dimension psychologique, qui est le spécisme en tant qu'idéologie, et ce qui est intéressant en soi. Et dans le validisme, on pourrait dire que la définition qu'il donne là, elle a une dimension psychologique. Mais je pense que, pour le coup, c'est intéressant d'avoir une définition qui est plus sociologique, et surtout pour le validisme d'ailleurs, mais de manière générale, qui est la matérialité de l'oppression. Et là, pour définir le validisme, ça me paraît difficile de définir correctement le validisme sans expliquer que quand tu es une personne qui a tel ou tel handicap, à quel point c'est chiant dans la société parce qu'il y a plein de trucs Ouais, à qui quel sont point pas t'as du des tout adaptés à freins, toi, et que les gens, surtout à quel point tu es invisibilisé, à quel point même quand on sait très bien qu'il y a des gens quand elles, je sais pas, qui auraient besoin d'un aménagement et qu'en fait on le fait pas, toute cette matérialité, Genre typiquement faut la prendre en la compte. question du travail, quoi. Je veux dire, quand t'es en dépression ou quand t'as un trauma grave ou ce genre de choses et que en fait on t'oblige à travailler dans le système capitaliste à un temps plein parce que c'est ton seul moyen et que t'as pas d'aide. Bon, Et du coup, c'est vraiment à quel point les gens peuvent être exclus à cause du handicap et à cause du fait que la société soit pas du tout... et à quel point, surtout, il y a le fait que la société soit discriminante, mais qu'il y a à une quel point il y a l'invisibilisation ouais. qu'on ne fait aucun effort. Genre, il y a des En fait, endroits on où... pense pas aux personnes Ouais. handicapées. Genre, typiquement, du coup, moi je suis architecte et typiquement en architecture, il y a une analyse de la question du validisme, en fait, tout simplement. Et il y a une phrase qui m'a pas mal marquée, c'est une personne, alors elle qui est en fauteuil roulant, et qui dit que pour les personnes en fauteuil roulant, il y a des parties entières de la ville qui n'existent pas. Et ça, typiquement, c'est un très bon exemple de la façon dont les personnes handies sont juste pas prises en compte quand on pense le monde, quoi. Après, plus enviable, je crois que je me souviens parce qu'on avait regardé un peu tout à l'heure quand on avait décidé de la faire ou pas, et je me souviens qu'après on revient sur ce truc position plus enviable, et du coup avant qu'elle y revienne dessus, je sais pas si on considère que on pourrait considérer, ça dépend des troubles encore, je pense qu'il y a des troubles où on pourrait dire objectivement c'est enviable de ne pas avoir tel trouble, ça serait en tout point mieux de ne pas l'avoir pour la personne. Et après, il y a peut-être d'autres troubles. Et là, je pense qu'il faut avoir des choses entre... Ça, c'est vrai comme pour les troubles mentaux, comme les troubles physiques, où c'est moins viable parce qu'il y a un contexte social qui fait que c'est compliqué. Mais que si jamais c'est bien aménagé, ça pose pas
c'est pas forcément si problématique, mais ça c'est un peu Enfin, des cas ça par cause cas. pas de souffrance pour la personne, quoi. Mais je me souviens qu'elle fait, je sais plus quoi, mais Oui, elle revient là-dessus. elle revient là-dessus de manière pas Vas-y, très on va honnête. voir, Ok, et comment faire pour lutter contre le validisme, me demanderez-vous? Eh bien, il faut admettre que la société est validiste, Ah oui, et ça le passe par privilège, reconnaître ses privilèges en tant que personne valide. C'est ce qu'on appelle aussi la dissonance cognitive. Nomi, tu viens de me dire que ma situation n'était pas plus enviable que la tienne. Ça veut donc dire que je n'ai pas de privilèges. Essayons tant bien que mal d'avoir un raisonnement logique. Ça c'est C'est- grave malhonnête. En fait, ouais, de ouf. et en vrai, là je me dis, c'est si tu réfléchis pas trop au truc et les gens, surtout si t'es déjà un peu d'accord, tu fais pas gaffe, tu te dis ah ouais, elle a démontré l'incohérence, alors qu'en vrai, elle a dit. Donc c'est validiste de considérer qu'il y a une situation plus enviable, mais ça c'est une décision effectivement qui est de l'ordre du psychologique, quoi. C'est le fait de considérer que c'est intrinsèquement mieux, et encore, en plus ça pourrait être contestable. Mais, et après, il y a la matérialité du fait que Ouais. dans un contexte social en tout cas discriminant, évidemment que c'est préférable de pas être avec un handicap. En Du fait, coup, il y a un privilège qui, pour lutter contre le validisme, il faut reconnaître que, bah oui, il y a des gens qui ont tel handicap et que ça leur pose problème. Donc, et on pourrait faire la même chose avec, par exemple, si on prend un truc bien Le clair genre. avec le genre, j'allais dire le genre justement, c'est que tu pourrais dire, ça serait sexiste de considérer que, objectivement, c'est mieux d'être un homme, mais on peut reconnaître que dans le système actuel, vaut mieux être un mec. si t'es un mec, Clairement. t'auras plus de privilèges, ce sera plus facile dans la société, et que si t'es une femme, oui, effectivement, tu seras déconsidéré. Qu'il y a bien... et que pour lutter contre le sexisme, il faut reconnaître qu'il y a un écart de traitement et il faut lutter contre ça. Et on peut dire ça tout en admettant que, objectivement, c'est pas censé être mieux ou moins bien d'être un homme ou une femme. Et là, c'était grave malhonnête. Là, je me demande si jamais... Bon, je pense qu'ils sont malhonnêtes. À l'heure actuelle, ça me surprendrait qu'ils soient juste tellement endoctrinés que... Ça me surprendrait qu'ils y croient. Mais là, c'est... Je me demande si jamais c'était... Est-ce qu'elle pensait vraiment faire un bon argument, là? Ou est-ce que c'était vraiment... Ah tiens, on sait qu'on fait un truc pas du tout logique, mais on fait passer ça... Ça m'intrigue vraiment de savoir comment pensent ces gens. Je pense que la position validiste, c'est surtout de misérabiliser le handicap en mode tu peux pas être heureux avec. Ouais, très il y a bonne de ça remarque, aussi, effectivement. C'est vrai que c'est pas juste le fait de considérer que, bon, c'est vrai qu'il y a des handicaps où ne pas l'avoir, c'est quand même un peu plus pratique. Mais effectivement, souvent, il y a ce truc d'avoir un peu pitié, quoi. Dire, Ouais. oh la Aussi de pauvre, venir dire, oh là les là, gens dans la cette rue, personne. dire ah, si moi j'avais ça, franchement, je me serais tuée, je sais pas comment vous Ah faites, ouais, c'est ça très c'est courageux. chaud quand les gens disent ça. Moi, je pourrais pas Ok. vivre avec ça. Je me suiciderais s'il avait tel handicap. Et je me dis, ouais, effectivement, quand t'es concerné, tu dis, Ouais. ah ouais. Super, hyper- merci pour le soutien. Non, effectivement, on peut le dire, il y a des handicaps qui sont moins pratiques, qui peuvent être très chiants, tout dépend du handicap, mais ça empêche pas non plus d'être heureux. Ça me fait penser, si on prend l'exemple des traumas, je pense que c'est objectivement mieux de ne pas avoir de trauma. Effectivement, il n'y a rien de cool en soi à avoir un trauma, mais on peut être heureux et avoir quand même un trauma qui va nous faire chier à pas mal de moments de notre vie. Mais et si ça revient sur le mythe de la tu sais, du La truc bonne de la vraie victime. victime, et ça on en parlait, si vous voulez voir notre Sur, vidéo sur la sexualité, ce truc que souvent on attend qu'une bonne victime, elle doit être mal, genre si tu Du coup, dis si t'es ok, vraiment genre, handicapé, ah, t'as été agressé mais tu vas bien, est-ce que t'as vraiment été agressé, c'est louche, hein, comment ça se fait que tu vas bien, et genre, on ne permet pas aux gens de dépasser cette condition et d'aller mieux. Ben oui, malgré les difficultés, on peut avoir tout un tas de difficultés dans notre vie, et certes c'est pas cool, mais ça n'empêche pas de vivre non plus. Voilà. Vous avez fait une vidéo sur ça, un stream, c'était c'est une en vidéo vidéo, sur YouTube. c'était ou bien avant qu'on commence les streams c'est récent. Une vidéo, c'est la 15e vidéo, ça remonte à un petit temps. Moi, tu Mais peux taper attends, sexe mon gaillou et je pense que tu ouais. trouveras. Si quelqu'un veut sur me la mettre YouTube. dans le chat, n'hésitez pas, sinon je peux le faire. Mais en fait, on a une série sur le sexisme, donc il y avait celle sur le genre qu'on avait faite avec Lila, une autre que avait fait une autre personne, une psychologue sur l'aphrodisme, donc la discrimination sur l'apparence, et du coup la troisième de cette série sur le sexisme, c'était celle sur la sexualité, aussi avec Lila. Donc. Et une phrase incroyable que j'ai lue sur ce manifeste, c'est ne pas considérer qu'on fait une faveur à un handicapé en l'aidant, car ça devrait être la norme. Et ça lui pose problème, le truc de la faveur, je sais pas trop. Faveur et aide sont des synonymes, donc par définition. Bah, aider. ça va avec le truc misérabiliste de dire pauvre petit chou, on va t'aider, tu vois, genre je pense qu'il y a un peu, alors je sais pas si c'est vraiment comparable, mais c'est un peu la même logique que de dire qu'en fait quand t'aides ta meuf à faire des trucs à la maison, tu l'aides pas en fait, tu fais juste ta part. Et je pense que là c'est un peu la même logique de dire que on n'est pas généreux avec les personnes handicapées quand on les prend en compte quand on pense le monde, quoi. C'est juste, elles font partie de la société et il faut les prendre en compte comme tout le monde, quoi. C'est pas une faveur qu'on leur fait. Je pense que c'est dans ce sens-là que c'est ce qui est écrit sur le manifeste, quoi. Je
pense que David fait une remarque intéressante. L'antivalidisme, selon sa définition, n'est-elle pas incompatible avec le progrès médical? Genre, si on ne pense pas qu'être valide est plus enviable, on n'aurait plus aucune raison de chercher à soigner, aider les personnes non valides. C'est absurde comme position, donc cette définition est absurde. Pour moi, c'est pas juste ça l'antivalidisme. Enfin, il y a un peu de ça dans le sens où, déjà, le fait de considérer qu'un truc n'est pas intrinsèquement plus problématique, ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça peut être que si c'est pas intrinsèquement problématique d'avoir le trouble et que c'est dû au contexte social, ben, on peut emménager le contexte pour que les gens s'y sentent bien. Ouais, de la même manière, pour faire un parallèle, ce serait comme avec l'homosexualité, de dire on peut essayer de soigner l'homosexualité parce que les gens en souffrent, ou alors on peut dire en fait on peut changer le contexte pour que l'homosexualité soit plus considérée comme un problème. Voilà, si la société n'est pas homophobe, l'homosexualité n'est pas un trouble et ne pose aucun souci. En fait, bon, après là c'est un exemple différent parce que ça a été considéré comme un trouble, on peut dire à tort, et maintenant ça ne pose aucun souci intrinsèquement à la personne. Voilà. Mais il y a d'autres, on pourrait dire ça, il y en a qui diraient, il y a la même chose pour d'autres troubles qui sont actuellement considérés comme des troubles en disant ça l'est que parce qu'il y a un contexte discriminant et il faut quand même faire des aménagements. Après, moi je serais quand même en désaccord avec cette définition. Je sais pas à quel point il y a des gens qui la soutiennent, mais je pense qu'on peut quand même dire, je l'ai dit plusieurs fois dans le stream, mais qu'il y a quand même des troubles qui sont objectivement préférables de ne pas avoir. Mais ça dépend des troubles. Il y a peut-être des troubles où effectivement, il suffit d'un aménagement social pour que ça pose pas de soucis, et il y en a d'autres où oui, si jamais on arrive à les soigner, c'est quand même plus cool, quoi. Et en fait, le truc, c'est que trouble mental, trouble médical, ça désigne tellement de choses. Et c'est difficile de faire des généralités là-dessus, quoi. Ça varie aussi beaucoup. En fait, la plupart des troubles, il y a les deux. Ça fait souffrir en soi et le contexte social aggrave la souffrance. Effectivement, ouais. Car ça devrait être la norme. Un Favorites-on des petit synonymes, mépris, ça fait toujours bien. donc par définition aider quelqu'un. Attends, Bon, référence synonymo. Ouais, le synonyme, c'est qu'en fait, elle dit l'argument il est malhonnête parce que vous dites Faveur on peut pas dire aider, que aider c'est c'est de la synonyme. il faut pas dire qu'une aide c'est de la faveur, et elle a dit c'est absurde puisque c'est synonyme, et sur ça elle se base sur devrait être la synonymo. norme. Alors Synonymo, alors c'est un site très, très utile, genre surtout si vous faites de l'écriture ou quoi, il vous pond plein de synonymes. En fait, le truc, ce qui est bien chez Synonymo, c'est qu'il vous pond des trucs très très larges, genre qui ont même des fois rien à voir. Donc c'est pratique quand tu veux des mots différents, surtout si tu écris une histoire ou quoi. Donc ouais, il te donne des mots qui ont rien à voir, mais du coup, il donne pas que des synonymes. Genre, je vais peut-être pas faire le test en live, mais si vous allez sur Synonymo et que vous mettez des mots, vous allez bien voir que des fois, il te pond vraiment des trucs à l'opposé des fois. Enfin, c'est très très éloigné. Donc bon, tout ça pour dire que synonyme ne donne pas que des vrais synonymes. Voilà, il va beaucoup plus large. Du coup, est-ce que aide et faveur, c'est vraiment des synonymes? Tu peux avoir des mots qui sont plurisémantiques. Ouais. Effectivement. Je trouve qu'il est vraiment claqué cet argument. Est-ce qu'une aide et une faveur, c'est la même chose? En vrai, ça m'intéresse pas trop dans les débats sémantiques, mais bref, j'ai tendance à penser qu'une personne en fauteuil roulant, par exemple, sont privées d'un certain nombre de choses dont elles peuvent potentiellement souffrir, peu importe les aménagements sociaux en leur faveur, mais je dis pas ce que c'est à réfléchir au cas par cas. Pour les personnes en fauteuil, je sais pas, est-ce que si on aménage suffisamment, les personnes peuvent vivre nickel, de manière tout aussi pratique? J'imagine que, toute chose égale par ailleurs, c'est préférable d'être mobile de ses jambes plutôt que de ne pas l'être, mais c'est peut-être Après, toutes les personnes en fauteuil sont pas privées de la marche. Enfin, il y a des personnes en fauteuil qui peuvent marcher. Oui, donc c'est pas... effectivement d'ailleurs. Favorites-on des synonymes, donc par définition aider quelqu'un, c'est lui faire une faveur mais pas son. On en vient même à avoir des influenceuses comme Paige Lail aux 2,6 millions d'abonnés sur TikTok et militant pour se débarrasser du validisme, qui s'insurge contre ceux qui abordent les traitements et les façons de guérir du trouble autistique pour son cas précis. Please remember, when you talk about curing or preventing autism, you are disrespecting millions of alive autistic human beings around the world. Car vous... L'autisme, ça fait partie des contextes, justement, je me dis, est-ce qu'une personne qui a un... c'est un spectre, quoi. Oui, bon, déjà, effectivement, c'est vraiment très large, le terme autisme. En psychologie, ça désigne des profils tellement différents, mais est-ce qu'il y a... on va prendre surtout pour les personnes qui ont un autisme, on va dire, léger, quoi, qui auraient peut-être pas été diagnostiquées autisme il y a longtemps. Souvent, on utilise des fois le terme de autisme prototypique, ceux qui auraient été diagnostiqués autisme il y a un certain temps. Maintenant, le diagnostic s'est énormément élargi. Souvent, quand les gens... des fois, les gens râlent un peu en disant, mais il y en a, genre, oh, maintenant, tout le monde est autiste. Bon, des fois, les gens râlent un peu là-dessus. Bon, juste, oui, les critères ont été élargis, en tout cas, ça c'est vrai. En tout cas, parmi les autistes qu'on diagnostique aujourd'hui, il y a des gens qui sont bien intégrés dans la société. Et, parmi ces gens bien intégrés, peut-être qu'il y en a où, toute chose égale par ailleurs, ça serait forcément mieux pour eux qu'ils ne soient plus autistes. Peut-être qu'ils sont bien comme ça, et on pourrait dire, oh ouais, mais il y a d'autres gens qui sont pas bien dans la société, qui vont pas bien parce qu'il y a un contexte social. Je pense que voilà, l'autisme, ça serait peut-être le genre de trouble qu'on dirait trouble maintenant, et qui, peut-être que dans d'autres contextes, pour certains types d'autisme, peut-être que c'est pas un trouble, et que si on aménage bien la société, ça pose pas de souci en soi. Bon, en fait, je l'ai peut-être pas très bien formulé, mais... Ouais, je pense que la critique est largement légitime quand on dit qu'il faut guérir l'autisme. Quand il y a un truc très normatif de dire que c'est un problème, c'est nécessairement un problème, et du coup il faut guérir l'autisme. Je comprends que pour des personnes qui, j'ai envie de dire, se sentent bien dans leur autisme, c'est pas
Enfin bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Bah effectivement, je comprends que ça puisse être très blessant de se dire, c'est un peu, le parallèle est pas exact, mais c'est un peu pareil comme l'homosexualité, genre de dire qu'il faut guérir l'homosexualité, en fait, non quoi, genre, enfin, je sais pas si c'est strictement identique, je suis pas sûre, mais bon. Pour l'homosexualité, disons qu'on a vraiment aucune raison de penser que c'est un trouble, ça, c'est absurde quoi. Pour l'autisme, ça pourrait être une question de à quel point on considère que c'est vraiment un trouble, et bon, mais par contre, Elijah fait une très bonne remarque, voilà, effectivement, que je l'aurais dû le relever dès le début, mais oui, l'autisme, surtout qu'on ne peut pas le guérir en soi, donc souvent quand les gens prétendent pouvoir le guérir, c'est souvent des trucs un peu foireux, il y a souvent des trucs, il y a beaucoup de trucs douteux par rapport à l'autisme, il y a souvent des soi-disant des soi-disant causes aussi, où on va dire typiquement les vaccins qui causent l'autisme, c'est totalement faux. C'est plutôt que la plupart des personnes autistes voient ça comme faisant partie de justement, genre je pense que effectivement, je comprends ce qu'elle dit quand elle dit que, je sais plus comment elle dit exactement, mais du fait que ce soit blessant quand on entend dire les gens qu'il faut guérir l'autisme, quand tu considères que c'est juste une partie de ton identité et que tu n'y a pas de problème à ça en fait, et qu'on te dit que si c'est un problème, je comprends que tu puisses mal le vivre quoi, et que ce soit que ça relève du validisme effectivement. Du coup c'est vrai que c'est un mauvais exemple qu'elle choisit là, hein, parce que la personne qui ne veut pas guérir l'autisme déjà effectivement ne peut pas, et là pour le coup c'est vraiment typiquement le trouble. La seule solution de toute manière c'est l'adaptation, c'est d'aider la personne à s'adapter et que la société s'adapte à eux aussi dans les deux sens quoi, juste de faire en sorte qu'ils soient bien intégrés et que ça se passe bien, et ça peut, voilà, il y a plein de gens qui sont autistes et qui vivent très bien quoi. Comprenez, votre neurodiversité vous rend différent, spécial, c'est une sorte de super pouvoir. Ça peut être en tout cas juste une différence qui n'implique pas que ce soit moins bien. Autant il y a des troubles, on peut dire peut-être que c'est moins bien, mais l'autisme, voilà, ça peut être juste différent, c'est un fonctionnement qui peut être différent. Est-ce que c'est moins bien? Pas forcément quoi. Après spécial, je pense que là un peu critiqué, c'est un peu le sous-entendu depuis le début du truc par rapport aux réseaux sociaux, que les gens le revendiquer, que ça fait un peu, on vit un peu à travers ça, et du coup je suis spécial parce que j'ai cette neuroatypie. Voilà. Moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est des stratégies que tu mets en place pour gérer ton handicap ou tes particularités ou ce genre de choses, et ça me semble assez étrange de faire une généralité là-dessus, parce que je sais pas comment dire ça, mais autant il y a des personnes qui le revendiquent et c'est un moyen de gérer sa vie quoi, autant il y a des personnes qui s'en foutent et c'est aussi un moyen de gérer le truc. Enfin, j'ai l'impression que son accusation elle est un peu pas très honnête quoi. Tiens donc. Étonnant. Sauf que s'il est évident que les discriminations envers les handicapés n'ont pas lieu d'être, la normalisation de la maladie mentale n'est pas à prendre à la légère. Henri Hey, neurologue et psychiatre français, avertissait déjà il y a 50 ans des dangers du courant antipsychiatrique. Pour lui, cette tendance de normalisation risquait de se heurter à l'impossibilité de définir et de saisir la maladie mentale, et en arrivait à la nier. Pour ceux qui ont vu mon décryptage sur les... Alors le fait qu'il y ait un flou dans les définitions ne veut pas dire qu'on nie... J'ai l'impression que c'est pas une question d'autodiagnostic, ça. C'est encore autre chose. Mais là, le mouvement antipsychiatrie, il est quand même assez pluriel, et c'est pas le fond du truc, mais certaines personnes diraient effectivement qu'il faut abandonner l'idée de troubles mentaux. Moi, je suis pas convaincu de ça, mais c'est encore une autre question. Là encore, on en revient, c'est un peu comme avec les wokismes ou quoi. Tu vas prendre le truc le plus facile à critiquer, et un homme de paille, je crois que ça avait été dit dans le... Ah oui, c'est que les hommes de paille, oui, c'est ça. Tu prends le truc le plus facilement critiquable et tu décrédibilises le mouvement, comme si le mouvement antipsychiatrie en général reposait là-dessus. Non, c'est pas le fond du mouvement antipsychiatrie quoi. Oui, c'est ça la fierté, c'est pas littéralement de la fierté d'être comme on est, c'est la fierté de vivre malgré la psychophobie. Les dérives du body positive, vous remarquerez sûrement des similarités, et on arrivait à la nier. Pour ceux qui ont vu mon décryptage sur les dérives du body positive, vous remarquerez sûrement des similarités entre le mouvement anti-psy et le fait activiste. Et ce qu'on avait démontré avec ce dernier, c'est que tout ce qui brille... Oui, c'est le mouvement body positif quoi. Ah, ok, j'avais pas le terme... n'est pas or. C'est quoi son souci avec le body positif du coup ça normalise la grosseur, ça normalise l'obésité et les problèmes de santé. Oh là là. L'argument très original. D'accord, ah oui. C'est vrai que pour moi, moi j'ai associé avec le body positif, et on l'évoque rapido dans la vidéo sur l'aphrodisme, donc je rappelle dans cette vidéo où on parle de la discrimination donc sur l'apparence, l'aphrodisme, et du coup on explique le lien avec les troubles alimentaires, tout ça, et le body positif, donc c'est un peu l'idée, les corps sont beaux, tout ça, mais tous les corps sont beaux. Tous les corps sont beaux. Nous, on aurait une critique encore peut-être un peu plus radicale de dire juste abandonnons l'idée de beauté. Il y a pas besoin que le corps soit beau, ou alors soit on admet que... C'est le courant body acceptance quoi. De dire que même si ton corps est pas beau ou que tu l'aimes pas, en fait il est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est pas il y a pas de jugement, de jugement de valeur à avoir sur un corps, c'est juste un corps, et il y a pas à dire qu'il est mieux ou moins bien qu'un autre. Ceci étant dit, la critique comme quoi ça normalise l'obésité, elle a été débunkée maintes et maintes fois. C'est pas alors déjà c'est pas du tout l'objectif du mouvement. Ensuite, c'est a priori il y a plus d'aspects positifs même au body positive. Alors même si le body positive ça a certains aspects négatifs, notamment l'autosexualisation, ce genre de choses quoi, et le renforcement du coup de l'aphrodisme, ça a aussi des impacts positifs, notamment le fait
d'augmenter l'estime de soi, de se sentir mieux dans son corps. C'est pas, enfin voilà, a priori ça fait plus de bien que de mal, Ouais. et ça a déjà été répété maintes et maintes fois par le mouvement body positive et fat activism et tout, mais enfin c'est pas une question de volonté individuelle, la grosseur ou la minceur, c'est lié à plein de contextes sociaux, à la pauvreté, enfin c'est vraiment, il y a une étude qui a fait un giga-diagramme de tous les facteurs qui influencent l'obésité, et c'est vraiment un truc, enfin vraiment le truc est illisible tellement il y a de paramètres, mais vraiment c'est une question ultra complexe, et de réduire ça comme c'est souvent fait dans les mouvements critiques du body positive, quoi, c'est de réduire la question à ils ont qu'à se bouger le cul les gros pour maigrir, quoi. Non, c'est complètement absurde de penser comme ça, et c'est pas raccord avec la réalité, quoi. Si on inverse un peu le truc, c'est-à-dire que partir du principe que être trop tolérant envers les personnes en surpoids, ça va favoriser le surpoids, j'imagine qu'ils considèrent ces gens-là que, à l'inverse, si on continue de les stigmatiser, ça va sans doute les aider à maigrir. Ce qui est faux, et ce qui est même, là pour le coup, les travailleurs en psycho là-dessus montrent l'inverse, et si tu continues à stigmatiser les gens, et il y a tout un cercle vicieux qui, je vous détaille pas tout le truc, là, dans la vidéo sur l'aphrodisme on en parle, mais ça peut contribuer justement d'autant plus en fait à favoriser des troubles des conduites alimentaires, et forcément quand il y a des troubles de conduite alimentaire, ça peut justement jouer sur les problèmes de poids, donc c'est non, si vous voulez aider les gens à être bien dans leur corps et à être en bonne santé, qu'ils aient un rapport sain à la nourriture. Et pour avoir un rapport sain à la nourriture, arrêtons avec les cultes de l'apparence et arrêtons avec la stigmatisation de l'apparence et des corps et du poids, tout ça, quoi. Quand tu veux, tu peux, suffit de plus manger. Oui, exactement. Quelques années, les réseaux sociaux étaient le lieu où prospéraient les filles tellement heureuses, au corps tellement parfait, en vacances aux Bahamas 7 mois dans l'année. La tendance est aujourd'hui inversée. De plus en plus de célébrités parlent de leurs troubles mentaux, notamment sur les réseaux. Selena Gomez et ses troubles anxieux, Demi Lovato et sa bipolarité, Billie Eilish et le syndrome de Gilles de la Tourette, etc., etc. Mais si l'on peut penser que le fait que les stars s'expriment aussi ouvertement sur leurs troubles psychiatriques est une bonne chose, car ça libère la parole et que ça permet à beaucoup de jeunes en souffrance de s'identifier, ce qui est le cas, je ne dis pas l'inverse, ça a aussi pour effet de glamouriser les maladies mentales. Quelle horreur! Je sais pas si bon, en tout cas, c'est bien qu'elles disent au moins que ça libère la parole, tout ça. Est-ce que ça glamourise les maladies mentales Je suis pas sûre, enfin en tout cas... Ça les stigmatise moins, c'est surtout ça le Oui, fond voilà, du truc. c'est ça, c'est que ça déstigmatise, mais il y a un écart énorme entre déstigmatiser et glamouriser. Moi, je vous mets les vidéos dans le chat. Hop. Alors, du coup, la première, c'est celle sur l'aphrodisme, donc que je viens de citer, où on parle des troubles alimentaires, tout ça, donc ça rebondit sur tout ce qu'on vient de dire là. Et la deuxième, c'est celle sur la sexualité, du coup, où on parle... par rapport à le mythe de la bonne victime, voilà. Du coup, dans cette vidéo, on parle de ça, et on parle aussi de tout, la culture du viol, tout ce qui... qui fait que la sexualité pas saine, quoi, en gros, voilà, pour faire très simple. Il y a des questions là, c'est une affirmation empirique, où sont les données pour corroborer, et après, la glamourisation, ça existe, mais là, il n'y a aucun rapport. En fait, après, elle donne un... C'est ça que je disais tout à l'heure, qu'elle fait un millefeuille, où elle rassemble des trucs qui ont vite fait un lien entre eux, et que du coup ça lui permet de critiquer l'ensemble alors que c'est ultra malhonnête. C'est qu'après elle parle en fait des post-Tumblr, donc le truc des époques 2010-2012 là, en montrant la glamourisation dans ce contexte-là. Et ça me semble assez malhonnête parce que j'ai pas... Alors après c'est peut-être biaisé par le contenu que je regarde et tout, mais j'ai pas l'impression qu'on soit dans cette même vibe de glamourisation, comme elle dit, mais qu'il y a vraiment juste une ouverture sur les troubles mentaux en disant voilà, la vie c'est pas tout rose, ça me fait souffrir. Et justement j'ai l'impression que c'est pas du tout de la glamourisation, quoi. Il y a vraiment le truc de dire il y a des fois c'est pas facile, et qu'au contraire c'est juste c'est un témoignage sur les aspects qui peuvent être négatifs des fois. Mais déjà je vois qu'à Athlétique tu dis c'est une affirmation empirique, où sont les données. Pardon. Et du coup je vois, j'avais loupé un message de plus haut de LG, surtout que c'est prouvé par les études, voilà, que la stigmatisation du poids diminue les chances de perdre du poids. En fait, les études, en fait justement, il faudrait des études pour corroborer ce qui est dit dans la vidéo de l'heure actuelle, mais les données, en fait, elles vont vraiment à l'encontre de ce qu'il dit, quoi. C'est même pas qu'ils disent des trucs sans source, c'est qu'ils disent vraiment des trucs qui sont objectivement faux et contredits par les données, quoi. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque où les filles avaient des franges qui leur barraient le front, des t-shirts avec un alien dessus et se prenaient en photo soit en gonflant les joues, soit en cachant la moitié de leur visage. C'était il y a à peu près 10 ans et c'était l'époque de la Tumblr Girl. Alors, je sais que je m'adresse à un public majoritairement masculin, donc je vais vous faire un petit rappel. Tumblr, c'est un réseau social ou un site, appelez ça comme vous voulez, sauf que... C'est marrant qu'il y ait un public majoritairement masculin sur un réseau média de droite réac bien sexiste. Mon dernier post, c'est un post sur la psychophobie d'ailleurs. Ah oui.
Non, les chasseurs ne sont pas des psychopathes. C'est vrai qu'on entend souvent ça dans le milieu animaliste, des fois, de critiquer les... Ouais, dire que les chasseurs sont des fous, des psychopathes. Ou dès qu'il y a des Des gens, même malades quand on voit les, mentaux. je sais pas, les vidéos d'Abazor ou quoi, on va se considérer comme si le problème, c'était un problème d'individu, quoi, en disant ah, les gens, ils sont trucs, voilà, ils sont... je sais pas, on va juger, psychopathe, c'est vrai que c'est le terme qui revient souvent, et du coup, on va stigmatiser les gens en tant qu'individus. Pour expliquer ces comportements, on a plein d'autres explications qu'une pathologie mentale, quoi. Photos Ouais, c'est ça. artistiques, on pouvait retrouver des citations poétiques qui justifiaient par exemple l'automutilation, avec les photos qui accompagnaient bien sûr. La dépression était considérée comme étant stylée, parce que les filles dépressives étaient vues comme des filles profondes, mystérieuses, fascinantes, et en plus c'était facile de faire partie de cette communauté Beautiful Sadness, littéralement belle tristesse, car il suffisait de mettre une photo de toi qui pleure en noir et blanc avec une phrase où tu disais détester la vie, et tu étais à ton tour vue comme une fille mélancolique, à part, et tu recevais des messages compatissants et encourageants des autres internautes. Tu es triste? Arrête. Cette mode, elle revient. T'as des mannequins comme Bella Hadid qui postent des photos d'elle en larmes, et t'as des tendances sur TikTok comme celle du Sad Girl Autumn, qui fait un lien direct entre la déprime et le fait d'être cocooning sous ton plaid. Mais c'est surtout pendant et juste après la Et là, période voilà, de confinement ça que cette aussi, c'est malhonnête de parler de déprime, qui n'est pas du coup un trouble mental à proprement parler. C'est voilà, c'est juste, c'est comme quand on confond bipolarité et être lunatique ou ce genre de choses. Enfin, qu'il y a vraiment des raccourcis qui sont faits, qui lui permet du coup d'avoir des arguments qui sont claqués. Elle passe du tout au tout. C'est toujours pareil. Elle trouve un petit lien entre des trucs. Enfin, elle prend des trucs qui ont un petit lien entre eux et elle fait comme si c'était un grand tout, qui du coup elle peut critiquer avec des arguments qui s'appliquent soit à l'un soit à l'autre, etc. En faisant genre que il y a le tout qui a été critiqué, quoi. romantisation des troubles mentaux a eu un regain. Oui, c'est comme on dire, ouais, la romantisation des troubles mentaux. Est-ce que vraiment il y a un truc d'encourager les gens à se montrer dépressifs, fait du coup être dépressif? Je pense que tout le début, ce qu'elle veut dire par rapport au... Ouais, depuis le début, c'est est-ce que les réseaux sociaux encouragent les gens à s'identifier à des troubles mentaux et à trouver ça cool Ouais, là, Ouais, le je truc suis pas de elle dit convaincu. qu'il y a des gens sur les réseaux qui veulent de l'attention en trame de fond. Le truc de dire tu fais semblant d'aller mal pour avoir de Ouais. l'attention, ce qui est... En vrai, j'ai pas de données là-dessus, mais ça me semble très probable, en tout cas, que, un peu de la même manière que stigmatiser les personnes grosses, ça les aide pas à aller mieux. Je pense que dire aux gens dépressifs ou aux gens qui ont des troubles Ouais. mentaux de dire t'es pas vraiment malade, tu cherches de l'attention, à mon avis, ça les aide Ouais. pas à aller mieux non plus, quoi. Mais j'ai du mal à se dire l'intérêt de sa vidéo, parce Ouais. qu'on pourrait dire, ok, sans doute peut-être qu'il y a des gens effectivement qui simulent, on pourrait même dire qui simulent les troubles, j'en sais rien, ou qui jouent sur des troubles pour avoir de l'attention. Bon, une personne qui va mal, qu'elle soit en recherche d'attention, ouais. Même aussi c'est ça qu'elle veut dire, ok, c'est pas très intéressant quoi en fait si c'est juste ça qu'elle veut dire, je trouve. Ça me fait penser à quand il y avait il y a eu une période où ça parlait beaucoup des TDI sur les réseaux, et du coup il y en avait qui disaient qu'il y en a qui jouent un rôle là-dessus. Et on peut dire si une personne simule un trouble pour se faire une vie sociale ou pour se faire de l'attention, c'est peut-être une personne qui ne va pas bien aussi pour une autre raison. Si c'est peut-être qu'elle simule Ouais, un c'est ce que truc. quelqu'un dit. En vrai, rien que le fait de chercher de l'attention est le symptôme de quelque chose. Oui, on peut dire ça effectivement. Et ouais. pareil, oui, et puis même si la personne recherche de l'attention, il y a une raison sous-jacente. Ouais, exactement. Du coup, on a pensé la même chose. Hein, La communion des ouais. cerveaux. C'est en fait, on peut quand même être compatissant avec ces gens en disant, ok, même si jamais ils n'ont pas vraiment le trouble dont ils parlent, ils ont peut-être quand même besoin d'aide ou quoi. À partir du moment où une personne a besoin d'attention, c'est qu'elle a besoin d'attention du coup, et faut peut-être être bienveillant avec elle, quoi. Popularité. D'après une enquête datant de juillet 2022, 70% des étudiants se considèrent en mal-être psychologique et 36% ont eu des idées suicidaires, ce qui a amené à une explosion de contenu relatif à la santé mentale et dans le même temps à l'apparition des sickfluenceurs, littéralement malades influenceurs. Ce sont des créateurs de contenu qui postent des vidéos sur leurs troubles mentaux, qui donnent des conseils pour vivre avec ces troubles mentaux, mais aussi qui te font réaliser des autodiagnostics pour savoir si tu as un trouble. S'il y a beaucoup de troubles et que les gens en parlent, Ouais, c'est un c'est peu plutôt bien, genre. logique. Ça serait pas étonnant en fait. Enfin, s'il y a beaucoup, si ça a augmenté, bon ça c'est pas la faute des gens de qui sont concernés. Si jamais il y a des gens qui sur les réseaux aident les autres à vivre avec ça, c'est quand même très cool. Sur le truc des autodiagnostics, bon là je viens de venir du coup. Trouble mental. On va s'arrêter là-dessus un moment. Le hashtag self-diagnosis comptabilise 59 millions de vues sur TikTok. Voici une petite sélection. 4 signes qui montrent que tu as probablement un trouble de l'attention. Ces 4 signes étant s'énerver pour des petites choses, ne pas bien gérer son temps, avoir des changements d'humeur et interrompre tout le temps son interlocuteur. Baisse un doigt, édition dépression, dans laquelle j'ai appris que j'étais dépressive parce que j'ai déjà pleuré dans ma douche, que je préfère rester chez moi plutôt que de sortir et que j'ai déjà répondu ça va bien à quelqu'un alors que ça allait pas bien. Les personnes neurotypiques ne se demandent pas si elles sont autistes, si vous vous posez la question, vous l'êtes probablement. Le prochain provient de Twitter, enfin X, mais il est magistral. Si vous détestez entrer et sortir de la douche mais que vous aimez généralement la partie médiane, vous êtes probablement autiste. Donc elle est en train de dire, depuis les dernières dizaines de secondes, il y a des gens qui donnent des conseils critères, des critères ouais, bof pas très pour être autodiag. Ouais, c'est pas un scoop. Oui, ça c'est le cas pas que pour la santé mentale. Mais on pourrait critiquer ça de manière générale en disant, oui, il y a des gens qui donnent des Il y a de informations la pas terribles. désinformation sur Il y internet. a des gens qui font de la pseudoscience, dont eux, qui disent des trucs faux. Voilà, l'heure actuelle est un très bon désinformateur. Ouais.
plein de sites qui donnent des conseils pétés en santé en disant oh, bah, si tu as tel truc, c'est que t'as tel symptôme, t'as tel trouble et que c'est faux, oui. Okay. Le truc du coup de critiquer le militantisme anti-psy ou même le militantisme anti-validiste ou juste les gens qui font du contenu pour déstigmatiser les problèmes de santé mentale et aider les gens à aller mieux en fait tout simplement, genre ne serait-ce que savoir qu'il y a d'autres gens qui vont mal et avoir une forme de communauté, ça peut être bénéfique pour plein de gens je pense. Ça me paraît un peu malhonnête de critiquer l'entièreté du mouvement parce qu'il y a des choses qui sont critiquables dans le mouvement et il n'y a pas vraiment la part des choses qui est faite entre des aspects qui sont négatifs et sur lesquels je pourrais être d'accord et une critique générale du mouvement en disant du coup ce mouvement-là c'est de la merde. Inutile de vous dire que la moitié de ces autodiagnostics sont mêlés de désinformation, et c'est pas un chiffre que je sors de mon chapeau mais d'une étude publiée dans The Canadian Journal of Psychiatry. Vraiment, j'ai les sources. Mais ça n'empêche pas ce modèle de vidéo de cartonner. À titre d'exemple, les hashtags ADHD, TDAH. Oui, moi je suis carrément d'accord. Genre, je pense que les autodiagnostics c'est un outil. Alors effectivement, il y a des cas où probablement que quand tu donnes des mauvais conseils, il y a des cas où ça peut avoir des conséquences négatives. Mais c'est ça le truc que je dis en fait, c'est que il y a des cas où on peut admettre qu'il y a des conséquences négatives, mais ça ne veut pas dire que les autodiagnostics ou le mouvement anti-psy ou le mouvement anti-validiste est une mauvaise chose dans son ensemble, quoi. C'est aussi l'interprétation qu'elle en fait. Oui, effectivement, dans tout ce qu'elle dit, il y a des informations qui sont factuellement vraies, mais son interprétation et de qu'est-ce qu'elle en fait est au mieux étrange, au pire pas terrible. Surtout que je vois même pas où elle va en venir en termes de conclusion, parce que c'est même pas du coup voilà ce qu'il faudrait faire pour améliorer le truc, ou c'est même pas d'ailleurs de manière assumée il faut détruire ce mouvement, parce que ça pourrait être une conclusion logique pour eux, mais j'ai l'impression qu'il y a même pas, je ne comprends pas où elle va en venir, sur la conclusion après. En français, Tourette oui, et voilà, dépression font respectivement 39 et 13 milliards de vues. Milliards. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Marina? Et forcément, ces influenceurs aux centaines de milliers d'abonnés, voire des millions pour certains, capitalisent sur ces troubles mentaux. Beaucoup ont les liens de leur cagnotte en bio et certains créent même des marques de vêtements liées à leurs troubles. Les coutures tiennent pas. Mais pourquoi est-ce que ces posts sont aussi populaires? Eh bien car aujourd'hui, avoir un trouble mental est le petit plus qu'il faut avoir pour être différent. Tu en retires une identité victimaire qui te donne une excuse pour ton explication sociologique, quoi, source. pour tes défaillances personnelles et surtout qui te donne une source d'autorité morale. Et Ouais, parce qu'elle aurait pu s'en tenir au fait que aider les gens sur la santé mentale, qu'il y ait du contenu là-dessus, c'est cool, mais que faut éviter qu'il y ait des informations. Et non, il y a ce truc de... Ce mépris assez levé à plus. Ouais, c'est essentiel pour cette génération qui considère ton opinion si et seulement si tu es une victime de cette société patriarcale, blanche, hétéronormée et maintenant neurotypique. Dites-moi si j'en ai oublié un. Et cette notoriété, cette influence et aussi sûrement l'appât du gain attire de plus en plus de jeunes créateurs de vidéos dans ce monde que sont les troubles mentaux. Mais dans une génération où la reconnaissance sur les réseaux sociaux est l'échelon le plus élevé de la réussite sociale, ces jeunes sont prêts à s'inventer des maladies mentales pour recevoir remets la phrase. Sociaux et l'échelon le plus élevé de la réussite sociale sont les troubles mentaux. Mais dans une génération où la reconnaissance sur les réseaux sociaux est l'échelon le plus élevé de la réussite sociale, qui pense ça, genre, enfin bref. Ces jeunes sont prêts à s'inventer des maladies mentales pour recevoir du soutien, de l'empathie ou de l'attention, tout simplement. Et si c'est le cas, où est le problème? Est-ce que c'est les réseaux le problème? Est-ce que c'est les jeunes? Non. Est-ce que c'est un contexte social qui fait que les gens... Je sais pas, le contexte social qui fait que les gens ont besoin d'attention, je sais pas, mais c'est quoi le cœur du truc, quoi? Un peu plus tôt cette année, Céline Dion annonçait l'annulation de tous ses concerts en 2023 et 2024. La raison, elle est atteinte du syndrome de la personne raide, ou SPR, une maladie rare affectant le système nerveux central qui est caractérisé par une rigidité progressive du tronc et des membres, associée à des spasmes. Résultat, 90,5 millions de vues sur l'hashtag Stiff Person Syndrome et une explosion de nouvelles victimes de cette maladie. Pourtant, c'est une maladie qui touche une personne sur 1 million. Les calculs sont pas bons, Kevin. Regardons maintenant la prévalence des autres troubles mentaux populaires sur TikTok. Est-ce que le fait de parler d'un trouble fait que les gens vont s'identifier à ça? Et oui, ça c'est très problème. Si jamais tu connais pas l'existence d'un trouble, tu vas avoir du mal à dire j'ai sûrement ça. C'est évident. Syndrome de Gilles de la Tourette, 0,05%. Schizophrénie, 0,33%. Bipolarité, 1 à 2%. Trouble autistique, 0,6%. Dysphorie de genre, qui a été retirée de la liste des troubles mentaux et qui est maintenant une condition liée à la santé sexuelle, entre 0,005% et 0,014%. Quand on voit ces chiffres, on prend conscience du boulevard de personnes prétendant être atteintes de troubles, alors qu'elles sont en réalité neurotypiques. Des forums Reddit tels que Ici, je trouve son argumentaire ultra malhonnête. Elle a pris que les chiffres les plus bas. Parce que, genre, ne serait-ce que la dépression, par exemple, parce que du coup, ça m'a étonné qu'il y ait des chiffres bas pour, genre, tous les exemples qu'elle cite, et forcément, j'ai l'impression que c'est un peu fait exprès. Sur l'INSERM, c'est écrit « Le trouble dépressif caractérisé », donc genre la dépression quoi, touche tous les âges de la vie, il concerne environ 15 à 20% de la population générale. Donc c'est bien mignon de prendre tous les troubles qui sont les plus bas pour dire « Regardez, il y a plein de gens qui fake leurs troubles », et de juste ignorer les informations sur d'autres troubles qui sont beaucoup plus prévalents quoi. Enfin, cet argument, je le trouve ultra malhonnête. 0,005% et 0,014%. Quand on voit ces chiffres, on prend conscience du boulevard
boulevard de personnes prétendant être atteintes de troubles, alors qu'elles sont en réalité neurotypiques. Des forums Reddit tels que Illness Fakers ou Fake Disorder Cringe se sont créés pour démasquer ces imposteurs. On peut par exemple parler de Hop Auto, une influenceuse aux centaines de milliers d'abonnés sur TikTok qui disait souffrir du syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie génétique qui affecte la production de collagène, la protéine qui joue avec l'élasticité de la peau ou des articulations. La plupart des personnes atteintes de ce syndrome ont une vie relativement normale, bien qu'elles aient des restrictions concernant les activités physiques. Pourtant, Hop Auto avait annoncé dans un post datant du 7 novembre 2021 qu'elle abandonnait son combat contre la maladie, qu'elle allait recourir au suicide assisté et que c'était sa dernière publication. Au final, elle a continué à poster, repoussant son suicide assisté pour telle ou telle raison, et elle est aujourd'hui toujours bien vivante, mais a mis ses réseaux sociaux en mode privé car tous les gens qui l'avaient soutenue se sentaient dupés. Quelle indignité. Il y a aussi Zillian OP sur Twitch, un homme paraplégique qui gagnait sa vie en se filmant jouer à des jeux vidéo. Donc elle liste les gens qui ont, de ce qu'elle dit en tout cas, menti sur leur maladie. Enfin, moi je serais pas surpris que oui, sans doute qu'il existe des gens qui ont menti sur leur maladie. Parce que c'est très intéressant. Des gens qui répondent aux violences sexuelles en disant non mais il y a des accusations à tort, il y a des femmes qui mentent. Oui, tellement peu. Genre, oui voilà, c'est ça, c'est des anecdotes. Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait Et qui a collecté pas mal d'argent, notamment pour s'acheter un nouveau fauteuil roulant, jusqu'au jour où il fut frappé d'un miracle divin. Oh my god. Je pourrais continuer pendant longtemps entre ceux qui se disent atteints de maladies invisibles comme le diabète ou la schizophrénie car il est quasi impossible de déceler s'ils disent la vérité, et ceux qui préfèrent les troubles dynamiques comme le syndrome de Gilles de la Tourette. Je trouve ça un peu surprenant de critiquer, enfin il y a un peu un paradoxe dans le fait de critiquer l'autodiagnostic et en même temps de se permettre de dire les gens ils fake parce que c'est des handicaps invisibles et du coup probablement qu'ils fake, genre enfin bref, ça me semble un peu un peu hypocrite. J'ai en train de me dire comment il y a des gens qui simulent le diabète. Bon, sûrement que dans le monde il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que c'est étrange. Et si c'est le cas, je sais pas trop qu'est-ce qu'on en conclut. Oui, sûrement qu'il y a des gens qui mentent sur plein de sujets. C'est un peu toujours ce qu'on disait au début, le manque d'analyse systémique. Et on en vient toujours à culpabiliser les individus. Ouais, en être à un truc individuel. Ok, on chasse les gens qui n'agissent pas bien. Ok, qu'est-ce qu'on en fait Où est le cœur du truc? Est-ce que le cœur du problème c'est le fait que les gens, qu'il y ait plein de gens pas bien, pas gentils dans la société? I want to talk. Wow. Ou le trouble dissociatif de l'identité car ça fait des vidéos plus marrantes à regarder. Hello, I'm Gabriel. I'm 18 and I am a boy. Hi, I'm Alistair. I'm somewhere between 27 and 29 and I am a man. Hi, I'm Emmy. I'm 6 or 7 and I'm a girl. La liste est longue. Mais la question, c'est font-ils ça uniquement pour l'attention et l'argent, comme le dit une étude de Bournemouth University, ou y a-t-il d'autres raisons? Eh bien, certains psychiatres ont commencé à se dire que beaucoup de ces usurpateurs de maladies avaient très certainement un trouble mental, mais pas celui dont ils prétendent souffrir. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de Gypsy Rose Blanchard? Si c'est pas le cas, je suis désolée, je vais pas vous la... Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Mais du coup, c'est-à-dire qu'une personne, si jamais on suppose qu'elle simule un trouble et derrière ça, du coup, il y a un trouble, du coup, la personne a peut-être quand même besoin d'aide, du coup, par rapport à ça. Là, t'es ici, à mon avis, cette vidéo est déjà bien assez longue, mais il existe pas mal de traits d'horreur ou de séries qui relatent les faits, si vous aimez bien les trucs glauques. Ce qui nous intéresse, nous, avec cette histoire, c'est la maladie mentale dont souffrait la mère de Gypsy Rose, qui a fait croire à tout le monde, sa fille compris, que Gypsy était gravement malade. Ce trouble psychique dont la mère souffrait, c'était le syndrome de Munchausen. Les sujets qui en sont atteints j'ai bien prédit. simulent ou provoquent volontairement des symptômes physiques ou psychiques, sur eux-mêmes ou sur un tiers, comme avec le cas de Gypsy Rose. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, des blogs ou des forums, ce syndrome a connu une variante que Mark Feldman, professeur en psychiatrie, a appelée le syndrome de Munchausen par internet. Variante plus courante que le trouble classique et plus difficile à soigner, étant donné que la majorité des personnes atteintes sont dans le déni. C'est d'ailleurs ce qu'on remarque sur TikTok avec ces fameux autodiagnostics. Étant donné qu'aujourd'hui le trouble mental n'est plus seulement une pathologie mais surtout un écosystème social avec des vues, des likes, des commentaires, des abonnés. Encore une fois, elle part sur un diagnostic de genre plein de gens en disant qu'ils souffrent de ça, mais genre ils sont où les chiffres pour le coup? Et du coup là, bon, on parle le fait qu'autour du trouble mental il y a des communautés, tout ça. Et on est encore sur cet amalgame entre... ça donne une impression que tous ces gens-là, qui a une espèce de, je sais pas, d'atmosphère de triche ou quoi, je sais pas, je sais même pas qu'est-ce qu'il faut en conclure, mais ça donne une aspect négatif sur toute cette communauté. Alors que cette communauté, il y a peut-être des trucs cool, et comme dans toute communauté, il y a peut-être des trucs moins cool. Une glorieuse autorité morale et une excuse pour leurs défauts, beaucoup de cycluenceurs redoutent de faire un réel diagnostic clinique de leurs supposés troubles car ils ont peur de ne pas en être réellement atteints. C'est notamment le cas de Radical Kim qui dit dans une de ses vidéos ce que tout le monde pense tout bas. I cannot be the only one who's afraid to go get like an official diagnosis for being neurodivergent. What if I walk in? Il y a quelqu'un qui dit en vrai c'est très compliqué de savoir qui fait que son trouble sur internet et on peut pas trop savoir carrément. Et en fait je pense que c'est même pas intéressant. Je pense que c'est... Je vois pas l'intérêt en fait de faire une chasse
à ceux qui fake. Ça me paraît être instaurer un climat qui est très très malsain et qui va aider personne en fait. À moins que ça devienne un phénomène extrêmement majoritaire et que du coup ça pourrait avoir éventuellement des conséquences négatives, mais enfin ça paraît tellement improbable. Et même dans ce cas-là, il faudrait démontrer que ça a des conséquences négatives, mais ouais, qu'est-ce qu'on fait de cette information en fait? Genre, ok, moi je veux bien admettre qu'il y a des gens qui mentent. Probablement qu'il y a une petite proportion des gens qui mentent, comme dans les accusations de viol, comme dans plein de trucs en fait. Genre dans n'importe quelle accusation ou n'importe quel diagnostic, probablement qu'il y a des menteurs même sur les trucs les plus ridicules. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette information? Et je pense pas que faire la chasse au fake ce soit vraiment la bonne chose à faire quoi. Et comme dit LG, ouais, la chasse au fake fait plus de mal aux vrais malades qu'aux fake qui s'en foutent. C'est vrai que ça a aucun tellement, intérêt. tellement. Ouais, comme tu dis, stop créotonimal, ouais, ça a touché les personnes légitimement touchées par des troubles. In there and they tell me that like I'm completely neurotypical. Like what am I supposed to do? It's genuinely a fear of mine because that means that all of this is a choice. Et le souci avec ce phénomène d'appropriation de maladie, c'est que ça va créer un nouveau stigmate pour les personnes réellement atteintes d'un trouble mental, puisque le premier réflexe... m'énerve cet argument. Genre le fait, elle a passé genre un quart d'heure à démonter en fait plein d'actions qui étaient faites par des personnes neuroatypiques en faveur des personnes neuroatypiques pour au final dire ah mais ça va porter préjudice aux vrais malades. Et qu'est-ce qu'elle fait depuis un quart d'heure? Enfin bref. De quoi? Pardon. Et quelqu'un dit c'est comme la parano. parano autour des personnes trans qui utilisent les toilettes. On n'a jamais eu autant de personnes cis se faire accuser de prendre les mauvaises toilettes. Mais oui, genre évidemment la transmisogynie, évidemment qu'en fait ça va impacter toutes les femmes, y compris les femmes cis. Surtout dans un monde sexiste où l'identité de genre a une certaine importance, du coup quand t'as une personne pour qui c'est important d'être perçu comme une femme et qu'elle est mégenrée, même pour les personnes cis ça peut être violent. Là tu vas voir une personne cis et que tu lui dis mais voilà, je sais que t'es une personne trans, je sais que tu fais semblant, en vrai t'es un mec. La violence du truc, ouais. De leur interlocuteur sera se demander si cette personne dit bien la vérité ou pas. Pas vrai, mensonge! Mensonge! Faux décor! Mensonge Attends, remets ce C'est qu'elle a toutefois dit pas là. la personne réellement atteinte d'un trouble mental, puisque le premier réflexe de leur interlocuteur sera se demander si cette personne dit bien la vérité ou pas. Elle vient de passer un quart d'heure à dire qu'il y a des gens qui fake, à démontrer que... Les gens qui pensent comme elle, effectivement, vont faire ça. Elle est en train de nourrir le truc qu'elle prétend dénoncer. Complètement. Oui, mais oui, complètement. Comme si c'était à cause des réseaux sociaux que les gens allaient raisonner comme ça, alors que non, c'est à cause d'elle. Mensonge! Faux décor! Mensonge perroquet! Ce n'est toutefois pas le seul problème qui découle de cette nouvelle tendance. Complot TikTok. En juillet 2022, le Sénat sortait un rapport sur l'influence de TikTok et ses dangers potentiels, que je vous mets en description si vous souhaitez 300 bonnes raisons de ne pas utiliser cette appli du démon. Une chose mise en évidence dans ce rapport, c'est que via le profilage algorithmique issu d'interactions constantes entre l'utilisateur et le fil pour toi, la plateforme dresse un véritable profil psychologique de ses utilisateurs. C'est d'ailleurs ce qu'a dit un adolescent dans une interview du Figaro en août. C'est comme si TikTok réussissait à capter mes émotions. Une autre chose inquiétante concernant cet algorithme, c'est qu'il conduit à enfermer les utilisateurs dans des bulles de filtres, parfois dangereuses. Pour une étude... Est-ce que ça c'est pas un peu... C'est tellement pas propre à TikTok, genre. Alors moi j'utilise toujours pas TikTok. Peut-être que je m'y mettrai pour mettre du contenu dessus, mais en tout cas pour l'instant je suis encore peut-être un peu boomer, je suis encore réticent à TikTok quoi. Donc Moi j'y aussi, vais et toujours pourtant pas. je suis Gen Z, hein, attention. Après je sais pas, est-ce que Instagram a pas tout autant un effet bulle de filtre? Je sais pas, les autres réseaux aussi. J'allais dire peut-être que Facebook ou Twitter avec les commentaires ou quoi, tu peux peut-être un peu plus facilement en sortir, mais il y a quand même pas mal de bulles de filtre. Je sais pas, en vrai si ça m'intéressait de voir est-ce que TikTok est vraiment pire que les autres réseaux là-dessus ou pas, j'avoue que je sais pas. Si ça se trouve c'est le cas, hein, j'en sais rien. Du Center for Countering Digital Hate de décembre 2022, des faux profils d'adolescents de 13 ans qui prêtaient un peu plus d'attention au contenu traitant de l'image de soi et de la santé mentale avaient été créés. Et bien cette expérience montrait qu'au bout de 2,6 minutes en moyenne, TikTok recommandait à ses comptes des vidéos sur le suicide. Au bout de 8 minutes, l'application proposait des contenus sur les troubles alimentaires. Enfin, toutes les 39 secondes, des recommandations de vidéos sur l'estime de soi et la santé mentale apparaissaient. Par rapport à des utilisateurs standards, par exemple, ce serait une critique avec laquelle je pourrais être d'accord, genre le fait que il y a des algorithmes qui favorisent du coup les cercles vertueux ou les cercles vicieux. Ouais, c'est pas un scoop et effectivement c'est problématique quoi. Beaucoup de réseaux sociaux ont des algorithmes problématiques. Oui. Est-ce que celui de TikTok est pire? J'en sais rien, mais celui de YouTube, il va proposer beaucoup de trucs complotistes. Celui d'Instagram, comme tu dis, il y a des trucs sur Instagram. Je pense notamment à tous les trucs par rapport à l'aphrodisme, tous les trucs de l'apparence, le fait que être sur Instagram, surtout pour les femmes qui vont être exposées à des contenus sur l'apparence. Tout à l'heure des corps parfaits, genre ça peut être, typiquement, ça peut être très violent quoi. Donc être sur Instagram et être exposé du coup à toute cette vibe aphrodiste avec le culte, ces apparences, ces standards de beauté inatteignables, tout ça, ça peut être hyper délétère. Et là il y a des études qui démontrent bien aussi. Mais bon, je sais pas qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de s'acharner sur TikTok. Est-ce que c'est parce que son public? Je crois qu'elle déteste TikTok. Je me demande s'il n'y a pas un côté un peu stratégique de. Non mais
tu sais, un truc de renforcer les boomers dans leurs convictions, genre. Bah, c'est par rapport à son public cible, en fait, que j'imagine si c'est des gens assez âgés, ils ont peut-être une opinion négative des réseaux plus récents. Par exemple, les gens, peut-être que son public, bon, ils sont sur YouTube, mais peut-être qu'ils sont aussi sur Facebook. Peut-être, je sais pas Twitter qu'elle a fait, mais... elle-même méprise vachement TikTok, la Gen Z, TikTok, tout je ça. crois qu'il faudrait voir les stats, mais TikTok, il me semble, ça fait partie des réseaux très utilisés par les plus jeunes. Et du coup, effectivement, quand on est les boomers, ils doivent dire « Oh, TikTok, c'est le truc de jeunes, les jeunes influençables. » Ah oui, la Gen Z influençable. Par ses profils se voyaient proposer 12 fois plus de vidéos liées au suicide. Inutile. Ça, c'était pour les gens qui n'étaient pas là au début. Voilà, dans l'intro, on disait qui dit génération Z dit jeune, dit être influençable. Voilà, c'était mort. Inutile de vous dire que l'algorithme occidental. Ah, le fait que TikTok soit chinois. Oui, peut-être ça peut avoir suivant dans leur vibe. Enfin, je sais pas, après les autres réseaux, la plupart sont américains. Je sais pas si. Est-ce que à l'heure actuelle ils sont anti-américains? Il y a pas un peu souvent cette vibe anti-américaine? Nationaliste, quoi. Peut-être qu'ils sont encore plus anti-chinois qu'américains, qu'anti-américains, je sais pas. Bon, je sais pas pourquoi il déteste TikTok. Ça pourrait être une explication, mais bon, on va voir. Occidental et l'algorithme chinois n'ont rien à voir. Sur la version chinoise, les jeunes ont du contenu éducatif, comme des expériences scientifiques, et l'utilisation est limitée à 40 minutes par jour. Et oui, le parti communiste chinois est dans une stratégie de guerre cognitive, autrement dit, il souhaite former des petits génies sur son territoire et rendre abrutis les jeunes occidentaux. Malheureusement, il y arrive très bien. T'avais encore deviné? Ou alors elle va partir sur une histoire de guerre de civilisation avec la Chine. Incroyable. Tu veux pas faire du contenu pour VA? Je pense que ce serait un très bon troll. Et l'utilisation est limitée à 40 minutes par jour. Et oui, le parti communiste chinois est dans une stratégie de guerre cognitive, autrement dit, il souhaite former des petits génies sur son territoire et rendre abrutis les jeunes occidentaux. Est-ce qu'il y a vraiment une intention... Alors ça se pourrait que simplement, je pense que c'est le principe d'un réseau social de maximiser l'audience et que du coup, chez eux, ils ont bien vu le problème et que du coup, ils ont limité l'audience. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'abrutir les autres pays? Bon, ça part de l'idée que TikTok abrutit les gens. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bon, je sais pas. Les sondages... Vous voyez bien que le communisme c'est mal. Oh, je pense pas que c'est pour décrire visée communiste quand même. Quoique, non, je pense pas que c'est ça quand même. Je sais pas. C'est vrai que moi ça me pose souci aussi de dire encore que parti communiste chinois. Bon, c'est peut-être qu'elle a raison dans le sens où c'est vraiment le nom officiel, mais bon, il y a beaucoup de partis qui se proclament communistes et qui ne sont en pratique pas communistes et du coup, souvent les gens ont une perception complètement qui ne correspond pas à ce qu'est vraiment le communisme. Mais bon, bref, c'est autre chose. Malheureusement, il y arrive très bien. Ce prodige n'est qu'un enfant de 9 ans. Il s'appelle Cho et il est déjà étudiant en première année à la fac de médecine. J'ai voulu tester moi-même cet algorithme, étant donné que je n'avais jamais téléchargé l'appli parce que TikTok. Mon profil était vierge. Un peu de misogynie, ça fait toujours du bien. Pourquoi misogynie? Par rapport à le fait que ça soit une meuf sur l'île? Bah, le fait d'avoir pris une meuf jeune dénudée sur TikTok qui danse, c'est vraiment le cliché de les réseaux sociaux, c'est des meufs à poil qui... Moi, ce que je dis, c'est... Bon, peut-être que c'est une critique pas légitime. Non, mais bon, le fait qu'il y ait des trucs de danse ou quoi, peut-être qu'on peut dire... Est-ce que c'est nul? Bon, je sais pas, ça peut être des trucs de divertissement. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de divertissement ou peut-être qu'il y ait des contenus qu'on pourrait... Allez, admettons, on dit qu'il y a des trucs qui sont objectivement nuls sur TikTok. Est-ce que c'est... Non, mais allez, je suis pas à considérer ça. On pourrait faire des jugements de valeur ou en tout cas allez, on pourrait dire qu'il y a des... contenus qui en tout cas sont juste du divertissement. Bon, je sais pas si c'est vraiment problématique d'avoir... Mais peut-être qu'il y a trop de divertissement et qu'il n'y a pas assez de contenu intellectuel, je sais pas. Bon, pour le coup, je pense que je préfère du divertissement que du contenu qui est même nul sur le plan intellectuel ou qui met des infos genre valeur actuelle. Mais ça, est-ce que tu peux dire la même chose de YouTube? Genre, des vidéos comme on vient de montrer, je pense que sur YouTube, tu pourras trouver des trucs 1000 fois pires. Tu peux trouver des trucs où il n'y a rien qui va, quoi. Tu peux trouver ça sur YouTube. Est-ce que TikTok, il est vraiment beaucoup moins bon que YouTube? Peut-être, hein, mais je sais pas, c'est pas en montrant quelques exemples de vidéos comme ça que ça suffira à le montrer, quoi. De toute information. Le contenu le plus prévalent sur TikTok, c'est de l'humour. C'est complètement une caricature, les danses TikTok. Ah ouais. Je pense que c'est parce qu'il y a eu pas mal de... Il y a 5 ans, un truc comme ça. Il y avait pas mal de jeunes filles qui se sont fait connaître sur les réseaux sociaux en dansant, genre. Je pense que c'est pour ça que les gens ont souvent cette image-là, TikTok. Après, moi, je suis pas sur TikTok, mais j'ai TikTok par intermittence grâce à Instagram. Ouais. Le truc d'humour, j'imagine que sur YouTube, l'humour, ça doit prendre une certaine place. Il y avait l'italien, là. Désolé, j'oublie les noms. Celui qui fait comme ça... C'est la pire imitation du monde. Oui, sur TikTok. Psychologique me concernant. J'ai filmé mon écran, donc ça m'a permis... Mon profil était vierge de toute information psychologique me concernant. J'ai filmé mon écran, donc ça m'a permis de chronométrer. 1 minute 15. C'est le temps qu'il a fallu à l'appli pour me proposer une vidéo où une fille chantait en playback avec pour description « Je ne veux pas mourir, mais ça ne me dérangerait pas de ne pas me réveiller ». 1 minute 44 avant de voir un mec dépressif se filmer en train de pleurer. Bon, et maintenant que j'ai regardé tous les hashtags concernant les troubles mentaux, autant vous dire que j'ai que ça dans mon fil pour toi. Ok. Ça, à la limite, on pourrait critiquer... Je sais pas si est-ce que le but de sa vidéo, c'est de critiquer TikTok, du coup? Parce qu'après, de manière générale, je pense qu'il
a plein de réseaux sociaux qui ont des algorithmes pourraves. Je sais pas, Twitter, la modération sur Twitter, par exemple, est hyper problématique. Du coup, Twitter peut t'inciter à avoir des tweets pourris, YouTube des trucs complotistes. Ouais, Twitter, il y a plein de trucs qui sont d'extrême droite et tout, qui sont pas filtrés. Bon, C'est pire que pas filtré sur Twitter. C'est qui veulent être mis en avant. Voilà, des trucs complotistes Alors, moi, je d'extrême me droite, prends hyper les- trash qui veulent être mis en avant, ouais. Insupportable Twitter. Bon, si le but de sa vidéo c'est finalement de dire il y a plein de trucs qui vont pas et finalement le problème c'est TikTok, alors j'espère que c'est pas juste ça quand même. Ajoutez donc ça à la désinformation et à la glamourisation des troubles mentaux, ça nous fait un cocktail pas Ma fille s'est mise à dévorer les livres avec BookTok, d'accord, je connais pas. C'est aussi une BookTok, façon une d'utiliser les tech, réseaux, faudrait éduquer à ça. Ouais, ça me fait penser, souvent il y a souvent une vibe des discours qui sont anti-écran. Bon, effectivement, si on utilise beaucoup d'écrans et surtout que ça prend de la place sur le reste, ça peut être pas terrible, mais les réseaux c'est pareil que les écrans en général. Souvent on fait une généralité en disant les réseaux sociaux ou les écrans, mais tout dépend qu'est-ce qu'il fait avec ces réseaux ou ces écrans. C'est pas intrinsèquement problématique, quoi. Tout dépend tout dépend à quel point ça prend de la place sur d'autres activités importantes et tout dépend ce qui est fait là-dessus. Voilà, il y a plein d'activités qui sont pas sur des écrans qui peuvent être nulles aussi. Bon, ça suffit pas trop. BookTok fait lire énormément de jeunes. C'est une communauté très populaire sur TikTok. Ok, bon, cool du coup. Oui. Ah oui, c'était pour montrer que du coup il peut avoir. Je sais pas si c'était sur TikTok. Donc ouais, c'est pour montrer qu'il peut avoir des trucs très chouettes sur TikTok, quoi. dingue. Pour ma toute première vidéo, on va faire un cocktail dégueulasse. Et dans ce cocktail pas dingue, versait le sondage terrifiant de Forbes qui indique que 33% de la génération Z fait plus confiance à TikTok qu'aux médecins. Ça vous donne une génération perdue qui risque de tomber dans une sorte de complaisance des symptômes et de... Est-ce que c'est tout un truc est-ce que c'est un truc de génération? Peut-être, hein, mais j'ai envie de dire, est-ce que chez les gens plus âgés, est-ce qu'il n'y en a pas, je sais pas, un certain nombre qui va faire plus confiance à Doctissimo qu'à leur médecin ou faire... Je sais, à voir s'il y a vraiment un truc de génération et est-ce que c'est vraiment TikTok? C'est quoi cette statistique? Oui, faudrait voir d'où elle sort du coup, ça. confiance à TikTok. Donc versait le sondage terrifiant de Forbes qui indique que 33% de la génération Z fait plus confiance à TikTok que... Ouais, faudrait voir la source, effectivement. médecin. Ça vous donne une génération perdue qui risque de tomber dans une sorte de complaisance des symptômes et de ne pas entamer un réel suivi psychologique. Un autre risque, c'est celui de développer des symptômes ou de les accentuer à force de regarder à répétition des vidéos présentant ces 10 symptômes. Il y avait par exemple eu pendant la pandémie une forte augmentation de tics chez les adolescentes qui avaient regardé trop de vidéos montrant des personnes atteintes du symptôme de Gilles de la Tourette. Vous vous doutez bien qu'un phénomène d'une telle ampleur, qu'une telle épidémie de troubles mentaux chez les jeunes sur les réseaux n'est pas le fruit de la réflexion d'une Noémie de 25 ans qui a besoin d'attention. Non, la cause est plus large. On dirait les gens qui... La cause est plus large. Les psys, les vrais coupables. Ah, ça va être On dirait le truc de... la contagion sociale sur les personnes trans, genre... il y a une contagion sociale de la transidentité. Bah, moi, j'ai pensé à ça. Ouais. Je serais pas surpris que les gens, surtout quand il y a l'autodiagnostic, bon, ce qui peut être un souci évidemment, mais je vois mal comment les gens peuvent s'auto-diagnostiquer ou supposer qu'ils ont quelque chose s'ils ne le connaissent pas. Oui, carrément. Après, est-ce que les médecins peuvent eux-mêmes être biaisés aussi? Ça serait une question pour les gens qui ont un vrai diagnostic. Est-ce que si les médecins sont très exposés à l'existence de tels troubles et qui surdiagnostiquent ça et que les troubles qu'on entend moins est sous-diagnostic, c'est possible en fait, ça. Mais je sais pas trop qu'est-ce qu'on... Tu parles de quoi, Tac? Je suis peut-être désolée, un peu du trop coup, je suis à charitable. moitié suivi. Même si c'était le cas, je me dis, je vois pas pourquoi ce serait un problème. Oui, ouais. De quoi? Je pense par rapport au diagnostic. Donc s'il y a un problème au niveau de la contagion sociale ou le fait que les gens peut-être surdiagnostiquent les troubles qui sont connus, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire à part plus d'explications en fait. Oui, je suis d'accord. Il y a des biais de médecins aussi, je me demande souvent quelle est la prévalence d'erreurs diagnostiques chez les psychiatres. J'avoue que s'il y avait des stats là-dessus, ça Mais du coup, là, je crois qu'elle parle des problèmes de diagnostic, du fait que les diagnostics, en fait, ils ont une certaine... Enfin, que c'est pas très clair des fois. Et c'est vrai, il y a des... Même c'est critiqué au sein des milieux psy. Si jamais tout le monde devenait trans, bah ouais, Osef. Oui, effectivement, là, ça serait peut-être pas gênant, je pense, sur d'autres troubles, si les gens... disons que c'est différent de la transidentité, pour le coup, c'est pas un trouble. Alors qu'il y a peut-être d'autres contextes où... ça les peut gens, créer de la souffrance, tu veux dire. dire? Est-ce qu'on peut créer des troubles? Ça serait... Genre, par exemple, si le fait qu'il y ait d'exposition au TDI, tu vas pas créer un TDI. Si jamais tu crois que t'as un TDI, c'est que tu peux pas t'en créer un chez toi. C'est soit t'en as un, soit tu crois que t'en as un, mais voilà. C'est possible qu'il y ait des gens qui croient à tort qu'ils en aient. Bon. Allez, les psys, les vrais coupables, ça va être intéressant peut-être ce passage. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. En gros, c'est un équilibre entre différents... Je sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par productivité, une contribution à la communauté et tout. J'aime pas cette définition.
C'est la définition de l'OMS Ouais. sur la santé mentale. Ok, je sais pas à quel point elle est consensuelle. J'avoue que j'ai pas forcément de bonne. Moi, j'ai pas de bonne définition de la santé mentale. Ça fait partie des choses où je pense que ça doit être difficile de manière générale d'arriver à une bonne définition. Je sais pas si il y a plein de trucs où c'est difficile d'avoir des définitions consensuelles. Grands aspects de la vie qui fait que t'es détendu et heureux. On est bien. La maladie mentale, c'est un ensemble de manifestations cliniques d'ordre psychologique et comportemental. Autrement dit, rien à voir avec la santé mentale. Non, tu n'es pas en bonne santé mentale si tu es schizophrène. Mais non, tu n'as pas de maladie mentale si tu es déprimé, stressé ou maladroit. Des symptômes qui avant étaient propres à l'être humain sont maintenant devenus des symptômes de troubles psychiatriques. Et la principale cause de tout ça, c'est le DSM-5. Je le voyais pas venir, la critique du DSM. Oui, ça peut être des symptômes. Attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle fait la Si tu es distinction entre santé schizophrène. mentale et troubles psy. Mais non, Genre, tu n'as pas de En gros, tu peux être en bonne santé mentale, tu peux être en mauvaise santé mentale Oui. sans avoir de troubles psy, genre t'es stressé, t'es Ouais. t'es un peu déprimé, ce genre de choses. Et tu peux avoir un trouble mental Oui. qui est du coup une maladie qui induit un diagnostic et ainsi de suite, quoi. Bah, Je crois pense que qu'on peut pour l'instant, elle différencier fait juste la la- distinction. Peut-être que est-ce que le terme de santé mentale est pas adapté? Je sais pas. On peut avoir un trouble mental. Oui, c'est dans le sens de, est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui a un trouble mental mais qui va bien, est-ce qu'elle est en bonne santé mentale? Je sais pas, mais il y a... C'est bon, moi, c'est des questions sémantiques à clarifier, quoi. Je m'y connais pas vraiment, mais je sais qu'il y a des critiques dans le courant anti-psychiatrie aussi par rapport à cette question de la santé mentale. Je crois qu'il y a Xanaria, qui est une militante anti-psychiatrie, qui a dit qu'elle aborderait le sujet. Alors je sais pas si elle l'a fait ou pas. Moi, sur l'antipsychiatrie, j'ai hâte de voir, je sais plus qui y avait, mais... le REC, il y sur avait Orec, Xanaria. il y avait Xanaria, oui, Du il y coup, le avait- REC, c'est les rencontres de l'esprit critique, Il y c'est a- un événement autour de l'esprit critique, et du coup il y avait Xanaria, Il y avait Psycho-Quack. Psycho-Quack, qui est du coup un psychologue, je Psychologue, crois, ouais, très très cool. et une autre personne, il me semble. Mais en Je tout cas, sais plus. j'ai hâte de voir la rediff Mais ouais. de ce truc-là. Et ça me fait penser, en fait, oui, quand j'étais au REC l'autre fois, je l'avais pas vu, mais j'ai hâte de la voir parce que j'ai été. Ah oui, voilà, une des dernières vidéos de Psycho-Quack, je vous la mets dans le chat, qui est très cool, c'est À quoi servent les psys. Bon, il parle pas tout le long, enfin, c'est un petit bout, il parle d'antipsychiatrie, mais ça reste vraiment intéressant. Et je vous mets aussi le nom de la personne qui est une militante anti-psy. Je suis pas forcément d'accord avec tous ses arguments et tout, mais en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant de voir, d'écouter son discours. Et je crois qu'elle fait des streams d'ailleurs. Non, j'avoue, Du coup, je voilà. connais pas bien. Je vois qui c'est vite fait. C'est juste pour donner un peu des ressources et tout. Maladie mentale si tu es déprimé, stressé ou maladroit. Des symptômes qui avant étaient propres à l'être humain sont maintenant devenus des Des symptômes propres à l'être J'ai pas humain. compris ce qu'elle voulait dire. là-dessus. symptômes de troubles psychiatriques. J'imagine qu'elle veut dire Bah, des symptômes des trucs à la population générale. Et que Symptômes maintenant, propres à en certains gros, troubles. je crois que sa critique, c'est de dire qu'on a vachement élargi les diagnostics et que du coup, maintenant, le plus petit truc, ça devient une maladie Ouais. mentale. Je crois que c'est ça qu'elle dit. Et la principale cause de tout ça, c'est le DSM-5. Je la voyais pas venir, la critique du DSM. Alors souvent les critiques du DSM, il peut y avoir des critiques intéressantes sur le DSM, mais souvent c'est pas très intéressant, on va voir. En tout cas le fait que oui certains trucs, alors qui sont propres à l'humain, je sais pas trop qu'est-ce que vous voulez dire, mais Je pense je sais qu'elle pas, veut le dire fait dans la que population générale. certains symptômes sont un symptôme d'un trouble, oui. Effectivement, quand tu as tel ou tel trouble, du coup, tu auras tel symptôme. Ça me paraît juste... c'est un peu la définition, quoi. DSM, c'est l'abréviation en anglais de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. You can do what we want to do. C'est un manuel publié par l'Association américaine de psychiatrie, l'APA, décrivant et classifiant les troubles mentaux. Cette classification sert de référence pour les recherches sur les pathologies mentales, qu'il s'agisse d'études épidémiologiques ou de celles menées par les laboratoires pharmaceutiques pour évaluer leurs molécules. Le manuel a évolué plusieurs fois depuis sa première version en 1952 et à chaque changement, il y a eu des remous dans la communauté des psychiatres, mais jamais autant que lors de la présentation du DSM-5 en 2012. Tu as créé quelque chose de mauvais. Les critiques portaient essentiellement sur deux choses. La première, c'est le risque de surdiagnostic. Voilà ce que le psychiatre Allen Frances, président en 1994 du comité de rédaction du DSM-4, disait de la nouvelle version à l'époque de sa présentation. Le DSM-5 fera des crises de colère un trouble mental, un choix déconcertant fondé sur les travaux d'un seul groupe de recherche. Alors, je pense que j'ai pas les données pour retraiter le sujet là, mais les crises de colère, un trouble mental, non, je pense qu'une crise de colère, c'est un symptôme. Je serais très surpris que... Attends, il a dit que c'est le DSM-5 qui dirait ça. Le DSM-5 fera des crises de colère, un trouble mental. Oui, mais que lui, il dit que le DSM... Attends, mais est-ce que c'est quand le Je pense qu'il se trompe DSM-4 est là-dessus. sorti? Attends, mais je sais pas si c'est pas un truc... Attends, c'était quand le DSM-5 est sorti ou le C'est DSM-4? c'est quelqu'un qui critique, c'est Oui. pendant que le DSM, je sais pas si c'est avant ou après, oui, en Parce que prévision de la tu peux sortie dire- du DSM-5. Ok, parce que tu peux dire, genre par exemple, le DSM-4, ils ont grave abusé, du coup dans le DSM-5, ça va être quoi? Ils vont dire que ça va être un Ah. truc comme ça. Je sais Mais pas. En tout sais cas, pas si c'est- si jamais. Est-ce qu'il y a des trucs à redire sur le DSM-5? Oui, j'imagine qu'il est pas parfait et que comme tous les DSM, il va s'améliorer. Je pense que le DSM-5 est mieux que le DSM-3, ou je crois que je sais plus si c'est à partir du 2 ou du 3. Donc il y avait l'homosexualité comme trouble et on l'a enlevé. Bon, il y a quand même des progrès. Je pense que s'il y a un DSM-6, j'imagine qu'il sera mieux que le DSM-5. J'ai l'impression que c'est déjà une incompréhension de ce qu'est le DSM, parce que non, les crises de colère, en aucun cas, ça pourrait être
considéré comme un trouble mental, c'est juste un symptôme. Alors je suis quand même assez sûr, je connais pas le DSM par cœur, hein, mais je suis assez sûr qu'il n'y a pas crise de colère, ça serait pas autre chose que symptôme, c'est clairement pas un trouble, quoi. Des crises de colère, un trouble mental, un choix déconcertant fondé sur les travaux d'un seul groupe de recherche. Ce que le psychiatre dénonce ici, c'est l'abaissement des seuils de diagnostic pour divers troubles mentaux tels que la dépression, le TDAH et l'anxiété. Ça signifie que les symptômes requis pour être diagnostiqués de ces troubles sont moins sévères que dans la version précédente du manuel. Est-ce qu'on surdiagnostique parce qu'on a trop élargi les troubles? Peut-être, en fait j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y a un... Alors je vais peut-être dire de la merde là, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc où tu peux pas surdiagnostiquer. Enfin, ça sous-entendrait qu'il y a une objectivité dans les troubles psy. Ce qui n'est pas le cas. Les troubles psy, ils dépendent nécessairement de la définition que tu mets. Du coup, tu peux pas surdiagnostiquer en élargissant les critères. Tu peux surdiagnostiquer par rapport à l'ancienne définition, mais tu peux pas surdiagnostiquer en soi juste en changeant les critères. Juste tu élargis le diagnostic. Ouais, je sais. Tu vois ce que tu veux dire ? Si on a une conception purement subjective du truc, mais on peut, dans l'idée, ça dépend peut-être des troubles, mais on pourrait dire que on a quand même eu, on veut caractériser un trouble spécifique. Et que la définition qu'on en a est peut-être la définition qu'on en a concerne un trouble, voilà, un certain trouble, et peut-être que tu pourras diagnostiquer au-delà de ce que tu veux diagnostiquer. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire dans le sens où effectivement si tu changes ta définition, si suivant une définition précise, tu prends une définition qui prend en compte toute la population mondiale et que tu diagnostiques du coup tout le monde, je donne un exemple un peu absurde, mais oui, ça sera juste, mais si on reprend pour faire un truc méthodologique, quand on apprend à faire par exemple des questionnaires ou quoi en méthodologie, un bon questionnaire par exemple, je précise que pour diagnostiquer les troubles, on ne serait pas un questionnaire, je prends l'exemple en méthodologie, un bon questionnaire, il y a plusieurs critères, il y a la validité, la fidélité, bon bref, parmi les critères d'un bon questionnaire, il y a le fait qu'il doit bien mesurer ce qu'il est censé mesurer. C'est-à-dire que il y a comment tu caractérises le trouble, par rapport à ta définition du trouble, est-ce que ce qu'il devrait, les personnes qu'il devrait concerner au vu de sa définition, si ton questionnaire est parfait, il devrait diagnostiquer pile les gens qui correspondent bien à ta définition. Du coup, en pratique, c'est jamais totalement le cas, il y a forcément des petites erreurs, mais on veut minimiser ces erreurs. J'ai l'impression que sa critique, du coup, elle critique pas exactement ce qu'elle voudrait critiquer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une sous-diagnostication pour la majorité des troubles, le manque d'accès aux soins, manque d'informations des psys, etc. Pas une surdiagnostication. Je n'ai pas de chiffres sous la main, mais en tout cas, effectivement, vu les difficultés de soins, je ne serais pas étonné qu'il y ait beaucoup de gens qui devraient avoir des diagnostics qui n'en ont pas. Alors même que ces maladies s'étaient largement multipliées depuis la publication du DSM-4 à cause du même problème d'abaissement de seuil. Et aussi à cause du fait que certains psychiatres diagnostiquaient à tort certains patients alors que ces derniers ne présentaient pas tous les désordre de diagnostic, quoi, ouais. symptômes du trouble en question. Il peut y avoir un diagnostic. Après, sur le fait qu'on ait abaissé certains seuils, qu'on diagnostique plus qu'avant, il faudrait justifier, est-ce que c'est vraiment un problème, si c'est vraiment le cas, est-ce que c'est vraiment un problème? On prend l'exemple de l'autisme, là pour le coup je suis assez sûr qu'on a élargi les diagnostics. Est-ce que c'est un problème? C'est des choses encore plus complexes, il faut démontrer. Ça va pas de soi en tout cas que avoir élargi, plus faciliter les diagnostics soit un problème. Tu peux très bien dire qu'en fait tu donnes de l'aide à des personnes qui auparavant n'auraient pas pu y accéder. Ça peut être très bien vu dans ce sens-là. C'est pas clair. À titre d'exemple, les diagnostics de TDAH avaient été multipliés par 3 en 20 ans. Les troubles autistiques s'étaient multipliés eux par 20 et les troubles bipolaires par 40. Alors il peut y avoir plusieurs choses. C'est soit on a effectivement élargi les critères, ce qui peut des fois être une mauvaise chose, ce qui peut des fois être une bonne chose, tout dépend. Après, il peut y avoir le fait qu'on diagnostique mieux, c'est pas autre chose. Je sais pas, est-ce que les bipolaires, il y en a... Mais là, j'ai l'impression qu'elle réduit à un truc monofactoriel, un truc qui pourrait s'expliquer par plein de facteurs différents, notamment... Pardon, du coup, je t'ai coupé. Non, je vais dire, est-ce que, j'en sais rien, est-ce que dans le cas des troubles bipolaires, est-ce que si on en diagnostique effectivement plus, est-ce que c'est parce qu'on a plus... Ça pourrait être aussi parce qu'on en a vraiment plus dans la population, ça pourrait être parce qu'on les diagnostique mieux, ça pourrait être parce qu'on a élargi les critères et qu'on diagnostique au-delà, enfin, ça peut être effectivement pour plus de raisons. Parce que les gens sont plus au courant et du coup tu vas avoir plus de diagnostics. Oui, du coup, ça fait partie du fait qu'on améliore le diagnostic en pratique, quoi, qu'on diagnostique mieux, quoi, qu'on manque moins. Il faudrait voir d'où vient ce truc. Ça vient de l'article du gars qu'elle a cité. Il faudrait voir sur ce mec. Il faudrait voir qui est ce gars. Cette augmentation continue encore largement aujourd'hui. Roland Gori, professeur de psychopathologie, dénonce lui des diagnostics psychiatriques consensuels depuis la publication du DSM-3. Pour lui, on ne peut pas approcher la souffrance des patients de manière objective. Tout le monde est différent et des symptômes qui aboutiront chez une personne A à un diagnostic de trouble mental n'aboutiront pas forcément au même diagnostic chez une personne B. Pour que ce soit plus clair, je vais vous donner un exemple concret. Dans le DSM-5, beaucoup de psychiatres dénoncent une pathologisation du deuil. Au bout de 2 semaines, l'apparence dépressive de l'endeuillé sera passible du diagnostic d'épisode dépressif majeur et donc d'antidépresseurs. Et ça, c'est la deuxième critique majeure de cette 5e version
version du manuel. Car Alors en quoi c'est un problème si la personne est mal et qu'elle a besoin d'antidépresseurs oui. Ouais, j'avoue que là, je sais pas exactement dans ce cas précis. avec les risques de J'ai surdiagnostic, l'impression que l'inverse ce serait de dire... En fait là le truc qui semble positif c'est que du coup tu laisses la possibilité d'avoir un diagnostic en cas de mal-être profond et continu, etc. Et du coup d'avoir de l'aide à des gens qui... Enfin de donner de l'aide à des gens qui ont besoin de se faire aider parce qu'ils sont dans un état de mal-être. Et j'ai l'impression qu'avant ça... Enfin j'ai l'impression que c'est plutôt une évolution positive. Après peut-être que du coup tu peux encourager des gens à prendre des médicaments alors qu'ils en auraient pas eu besoin et que ça peut être négatif, mais ouais je sais pas, moi je vois pas ça comme un truc intrinsèquement négatif quoi. Si ça peut permettre d'aider les gens, bah cool. Genre Après, oui. je sens que même si jamais c'était négatif, si jamais peut-être que du coup on donnait dans ce cas-là des antidépresseurs à des gens qui devraient pas, qui en auraient peut-être pas besoin et qui devraient juste je sais pas laisser faire le temps ou quoi, ok, peut-être que moi j'admets que le DSM est potentiellement améliorable, parce que sûrement que les pratiques en médecine et en psychologie sont améliorables, ok. vient le risque de prescription excessive de médicaments. C'est la porte ouverte à toutes les autres drogues. Et difficile de ne pallier ça à la mainmise de l'industrie pharmaceutique sur les experts participant à l'élaboration du DSM. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours une vibe un peu complotiste qui revient. Après, si ça se trouve, j'en sais rien. Si ça se trouve, il y a un peu de vrai. Est-ce que le DSM est vraiment influencé par des lobbies pharmaceutiques? J'avoue que je ne sais pas. Peut-être en vrai, ce serait. Surtout que. Je crois qu'elle donne un exemple après, avec un médicament sur le syndrome prémenstruel. Collaboration que l'historien Christopher Lane décortique dans son livre Comment la psychiatrie et l'industrie pharmaceutique ont médicalisé nos émotions. Alors je précise, pour beaucoup de troubles, des fois on part du principe que le DSM, c'est souvent dans les critiques DSM, ce truc pharmaceutique qui revient souvent dans la critique. Alors je sais pas, est-ce qu'elle est un peu vraie peut-être, mais en tout cas elle est souvent exagérée. Dans le sens, souvent, on va dire, comme si c'était la réponse systématique de passer par la psychiatrie, par la pharmacologie, alors que non, pour énormément de troubles, les conseils thérapeutiques, ils sont psychothérapeutiques sans forcément passer par des traitements pharmacologiques. Et il y a des cas où le traitement pharmacologique, il est quand même tout à fait adapté. Donc, est-ce qu'il y en a un peu trop, peut-être, mais le DSM, il fait pas que ça non plus. Et bon, alors, après, là, c'est une anecdote personnelle et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de stigmatisation de la médicamentation, même s'il y a une déstigmatisation des troubles psy. Alors en l'occurrence je parle de la dépression parce que c'est ce que je connais, mais ça m'est déjà arrivé de parler avec des gens qui reconnaissent la dépression et qui ont eux-mêmes une dépression, mais qui te disent je veux absolument m'en sortir tout seul, ou je m'en suis déjà sorti tout seul, et qui voient la médication comme genre un aveu de faiblesse un peu. Moi je sais pas trop où je veux en venir, mais du coup voilà. Je suis en train de me dire, c'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le mouvement antipsychiatrique qui seraient peut-être en désaccord avec ce que j'ai dit, et je me dis, du coup je me fais la réflexion, mais sûrement qu'il faudrait voir je me suis pas encore assez renseigné sur le mouvement antipsychiatrie, il faudra que je le fasse, et je suis sûr qu'il y a plein de gens dans ce milieu qui seraient contre le DSM et qui auraient plein de critiques à faire, et sur le côté pharmaco, et du coup... mais même chez les psys, il y a plein de critiques du DSM. Oui, non, mais du coup, moi j'ai surtout entendu les critiques DSM par certains psychologues, psychanalystes et tout, qui ont des mauvais arguments, mais peut-être que dans le mouvement antipsychiatrie ou une partie du mouvement, peut-être qu'il y aurait des critiques plus intéressantes, et ça m'intéresserait... Enfin, elle qui critiquait le mouvement antipsychiatrie jusque-là, je me dis, est-ce qu'elle aurait pas des points d'accord avec pas mal d'entre eux sur la critique du DSM et de la pharmacologie, remarque. Il y a quelqu'un qui dit la médication est un pas difficile quelque part, carrément. Et, mais je pense que du coup le truc des fois d'avoir un discours un peu culpabilisant, et psychophobe. Ça va pas aider, et psychophobe aussi, la psychophobie, la stigmatisation des troubles mentaux, des fois ça aide pas à prendre des traitements, et il y a quand même souvent des gens qui ne veulent pas avoir... Il y a cette idée, elle parlait des fous au début, ce truc de les psychologues, ou là, aller voir avoir un suivi psychologique, c'est un truc pour les fous. Il y a des gens qui ont un peu ce truc stigmatisant et qui, du coup, ça les freine à aller voir des psychologues parce qu'ils considèrent que non, c'est pas pour eux, quoi. Il explique qu'en abandonnant la psychanalyse au profit de la neurologie, les rédacteurs du manuel DSM ont transformé en maladie mentale nos émotions les plus banales. Et ce, pour le plus grand bonheur... Bon, ça c'est faux. Que les émotions les plus banales ont été transformées, en quoi je peux quel mot dire, en pathologie, ça c'est juste faux. Des industries pharmaceutiques. On peut par exemple parler du trouble dysphorique prémenstruel, ou TDPM, ayant fait son entrée dans le DSM-4 en 1995. Le TDPM se caractérisait par des changements d'humeur assez extrêmes juste avant les règles. Fort heureusement, à peu près au même moment, un nouveau médicament du géant pharmaceutique Eli Lilly faisait sa sortie, le Sarafem, et il était spécialement conçu pour traiter ce nouveau trouble. Et pour savoir si elle souffrait de TDPM, une femme avait seulement besoin de regarder un clip publicitaire de 30 secondes mis en place par les équipes marketing de Eli Lilly, dans lequel on lui faisait faire un autodiagnostic. Ça vous rappelle quelque chose ? 200 000 ordonnances ont été prescrites pour le Sarafem entre son lancement et la fin des années 2000. Le souci, c'est juste sur un truc publicitaire, mais il y a une ordonnance. Parce que là, ce qu'elle sous-entend, c'est que c'est juste sur décision de la patiente qu'elle se reconnaît dans un clip publicitaire et que du coup, elle va aller en prendre. Mais après ça, elle dit qu'il y a des ordonnances. Le cœur du truc, c'est qu'elle dit il y a ce truc un peu complotiste de...
On a en gros inventé Mais, ce trouble et du coup, tiens, on remet cette trouble dans le DSM et juste après, en fait, on a le médicament adapté. Ouais, et puis elle dit que c'est un truc d'un autre médicament. Là, faudrait voir, c'est du cas par cas. Moi, je connais pas assez pour savoir si ce trouble. Est-ce que ce trouble. Attends, j'ai l'impression qu'elle est en train de dire qu'il est illégitime à être dans le DSM. Est-ce que le traitement Je sais pas si lui-même elle est dit efficace? ça. Bah, il y a un peu de ça. Parce que si jamais le trouble est légitime à être dans le DSM, que le traitement est efficace, pourquoi elle a dit Non, ça? mais ce qu'elle dit, Ça en fait, serait- après, elle ça dit serait juste que- normal sinon. En fait, après, elle dit que c'est pas un dérivé, mais que c'est la même formule qu'un antidépresseur dont le délai avait expiré, enfin le brevet avait expiré de la même entreprise, et que du coup c'était un moyen de continuer à vendre leur truc pour une autre maladie. Ah. Mais en fait, je crois que Ok. de toute façon, le syndrome prémenstruel, il se soigne aussi avec des antidépresseurs. Du coup, c'est. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça absurde de réutiliser la même formule. Genre, si ça marche. Je sais pas trop où. Je comprends pas exactement quelle est sa critique. Mais bon, vas-y. La formule du Sarafem était chimiquement identique à celle du Prozac, un autre médicament de Eli Lilly dont le brevet était sur le point d'expirer. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le Prozac c'est un antidépresseur utilisé dans le traitement des dépressions sévères le plus haut stade de la maladie. Donc bon, de quoi se poser quelques questions sur le DSM de façon générale, même s'il n'a évidemment pas que des mauvais côtés. À trop vouloir libérer la parole, on normalise des troubles graves et on les rend désirables, alors même qu'on a affaire... On les rend désirables. En fait, c'est même dans le cas où on surdiagnostique, en quoi on rend les troubles désirables? C'est un peu rapide là. Je me demande d'ailleurs, elle a parlé de psychanalyse, je me demande si elle est. Pro-psychanalyse. Est-ce Moi aussi, je me suis posé la question. Psychanalyse Je sais à pas. l'heure actuelle Bon, bonne question. Faire à une génération très influençable. Sans en avoir forcément conscience, les cycluenceurs servent directement la cause des lobbies pharmaceutiques qui ne sont pas connus pour leur altruisme. J'aime l'argent. On ne rigole pas avec la santé, encore moins avec la santé mentale et encore moins avec la santé mentale des jeunes, car on sait à quelle tragédie ça peut mener. Tout ça pour dire, prenez soin de vous et supprimez TikTok. C'est sa conclusion. Ok. Prenez soin de nous, mais attention, surveillez bien que les gens fake pas leur maladie. Voilà. J'ai grave envie d'apprendre le menstruel et du diabète à cause d'elle. Ah, c'est à cause de TikTok, c'est sûr. Bon, bah voilà. Hein. Valeurs actuelles. Tu vois, j'ai envie de vous dire, du coup, pour conclure, prenez soin de vous et désabonnez-vous de Valeurs actuelles. Mais je pense pas que vous étiez déjà abonné. Mais... Bon, mais sûrement qu'on refera du Valeurs actuelles. Voilà, quand on n'aura pas de sujet, de toute façon, ils sortent beaucoup de vidéos et c'est quand même incroyable. Il faut voir le fond du problème, il faut que la souffrance psychologique soit mieux prise en compte, qu'il y ait un diagnostic ou pas. Oui, effectivement, ça peut faire une bonne conclusion. Mais je pense que dans l'antipsychiatrie, il y en a qui disent ça, parce que l'idée, effectivement, il y en a qui sont contre l'idée de stigmatiser les troubles, et même, il y en a qui, alors ça c'est pas consensuel du tout, hein, mais il y en a qui sont contre l'idée du diagnostic, mais en tout cas, évidemment que l'idée c'est quand même d'aider les gens à aller mieux. Voilà, il y a personne qui défend, faudrait... c'est un peu confusant, le terme aussi, antipsychiatrie, il est pas très parlant. C'est vrai qu'on peut facilement se dire, mais du coup, les gens veulent arrêter tout le système de prise en charge psychologique. Non, évidemment que ce n'est pas ça, c'est juste remplacer et réformer ou remplacer le système de santé mentale tel qu'il est actuellement, quoi. Et faire quelque chose d'autre qui serait soit assez différent, soit vraiment très très différent. Voilà. Moi je trouve que le terme me paraît confusant en tout cas. Pourquoi quelqu'un de déprimé ne serait pas légitime à demander de l'aide, mais quelqu'un en dépression, oui. Il y a un problème de fond dans la société. Oui, effectivement, mais si on considère qu'il y a forcément un trouble en soi. À partir du moment où une personne ne va pas bien, je pense qu'elle est légitime. À partir du moment où elle a la nécessité de demander de l'aide ou quoi, elle est légitime. Effectivement, je vous mets du coup le lien du Discord. N'hésitez pas du coup à faire des suggestions. Voilà, donc n'hésitez pas à y passer. N'hésitez pas, si vous avez des sujets à aborder, des questions ou quoi aussi, ils sont de droite, ils veulent que des gens paient pour des coachs en dev perso, pas pour les psys. Je sais pas s'ils sont comme ça, Valeurs. Je sais pas la position de Valeurs actuelle là-dessus. Je sais pas, enfin, ils sont surtout très réactionnaires. Après, sur le côté libéral, ça, je crois pas qu'ils sont trop dans cette idée Startumation, développement personnel. Ils sont... Enfin, moi, c'est peut-être un gros cliché, mais j'ai l'impression que la génération genre, de mes grands-parents, quoi, c'est plutôt de dire que d'avoir un gros tabou sur les troubles mentaux et de dire que ça n'existe pas vraiment et que si t'en as un, bah, tu te démerdes pour en sortir et tu te bouges les culs, quoi. Après, ils disent pas ça non plus, Valeurs actuelle. Je sais pas, mais moi j'ai un peu cette... Bon, c'est peut-être une caricature, hein, mais j'ai un peu cette caricature-là des personnes les plus âgées. Du coup, bonne soirée à vous. À jeudi prochain. Et merci d'être venu. Oui, merci d'être resté jusqu'au bout ou d'être venu tout court. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous, ne regardez pas trop de contenu d'extrême droite complotiste. Merci pour le live, et bien très content que ça ait plu.